Le corps de cet homme est si grand qu'un seul de ses pas fait trembler la terre. Il ne croyait pas au tremblement de terre. Mais quand le jeune homme marchait, on aurait dit que c'était la fin du monde. Tout le monde était complètement stupéfait, mais il est encore jeune et ne pèse que quelques tonnes. Il rêvait donc de devenir le chef suprême des arts martiaux. Mais même un moustique se posant sur son cou suffisait à le faire chanceler et tomber. La chute de son corps gigantesque pouvait être entendue de l'autre côté du pays. Est-ce lui qui provoque les tremblements de terre au Japon? Ton corps est gros et inutile. Mais il savait qu'à un moment donné, quelqu'un viendrait et détruirait tout Marim. Le serviteur ingrat qui apparaîtra est vraiment incroyable et a réussi à unifier tout le Marim. Ses parents sont également morts dans le chaos qu'il a provoqué. Par conséquent, quelqu'un d'aussi ordinaire et faible que lui a été accepté comme disciple par 6 maîtres des principales sectes, subissant un entraînement infernal où vivre était pire que la mort. Ils ont essayé de le percer vivant. Ils ont essayé de le congeler vivant. Ils ont essayé le feu. Cela a renforcé son corps, et tout cela faisait partie du plan de son maître pour qu'il devienne très puissant. Puis il a été renvoyé dans le temps pour changer le destin du monde, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il se retrouverait dans le corps gros et inutile de Yin, incapable de pratiquer les arts martiaux. De retour dans le présent, il était soigné par Jang Sung. Pendant que Yin réfléchissait à la manière de vaincre le serviteur ingrat de la secte qui causerait tout le chaos, il se souvint qu'il devait d'abord obtenir le ginseng vierge avant le serviteur ingrat. Le médecin et le responsable des soins de Yin n'arrêtaient pas de se disputer au sujet de sa santé, et il ne pouvait pas réfléchir clairement jusqu'à ce qu'il se souvienne enfin que le serviteur obtiendrait le ginseng vierge dans 6 mois. Il devait faire quelque chose immédiatement. Il s'est immédiatement levé en disant à son père qu'il devait marcher. Son père a immédiatement appelé des gens pour apporter une grande chaise, la plus grande disponible. Les porteurs de la chaise devaient être les plus forts, mais il a refusé car il voulait marcher seul. Néanmoins, son père appela immédiatement les gardes pour l'aider, offrant une scène qui humecta les yeux du vieil homme. Il n'avait pas marché seul depuis l'âge de 10 ans. Les jours suivants, il s'entraîna très durement en marchant dans la cour pendant un mois, mais ce corps d'une tonne ne montrait toujours aucun signe de changement. Il est même monté sur la balance pour vérifier, mais même un troupeau entier de porcs grimpant dessus n'a pas fait bouger Shin d'un iota. La corde du côté des porcs s'est même cassée. Pendant que Hume essayait de se souvenir du nom du serviteur qui apporterait le chaos, son vassal tentait de le consoler en disant que perdre du poids ne se faisait pas du jour au lendemain. Il fallait se concentrer sur le régime en réduisant l'apport en sucre et en augmentant les protéines, puis faire des exercices pour renforcer les muscles. La situation du jeune maître pourrait prendre beaucoup de temps à se stabiliser, mais Yin s'en fichait. Il voulait juste se souvenir du nom de ce serviteur ingrat. Il semble que Yin ait perdu ses souvenirs du serviteur lorsqu'il s'est réincarné. Mais, de toute façon, il apparaîtra dans la province des Anhui pour chercher le ginseng vierge. Peut-être pourrait-il le trouver à cette occasion. En pensant à la scène où il l'écraserait avec sa force invincible, il riait, complètement satisfait, imaginant qu'après s'être occupé de lui, il aurait une vie tranquille. Quel rêve. Son vassal pense qu'il a dû devenir fou, un effet secondaire de sa perte de poids trop rapide. Il a été choqué par ce changement soudain et a couru appeler le médecin. Il a immédiatement fait venir le vieux Zhang en courant. Zhang Soyoung, qui a 30 ans a passé l'examen de sélection pour être le médecin personnel de l'empereur. Il a passé une série d'excellents tests pour devenir médecin par la même occasion. À 50 ans, il a atteint l'illumination et a développé sa propre technique médicale. C'était son sauveur et la clé pour le rendre beau avec un corps d'athlète. Il a demandé s'il pouvait préparer rapidement divers types de remèdes pour perdre du poids. L'homme, très heureux, dit que ce serait en effet possible, alors Yin demande si cela peut être fait en 6 mois. Mais cela prendrait 3 ans, et il devrait faire de l'exercice. Un a tué un moustique sur le cou de son médecin en le traitant de charlatan. Cependant, le médecin a pensé à une méthode pour l'aider à perdre du poids rapidement. S'il ne pouvait pas marcher sur terre, il devrait marcher sous les hauts. Finalement, il est arrivé à un ruisseau voisin. Les hommes qui l'avaient porté tout le long du chemin étaient morts de fatigue. Un se pencha lentement pour entrer dans les hauts. Il pensait que marcher sous les hauts détendrait son corps. La pression sur ses os et ses muscles serait soulagée. Soudain, il a glissé et est tombé dans les eaux profondes. On aurait dit qu'il flotterait grâce à son gros ventre en forme de ballon, mais il a soudainement coulé comme un sous-marin. Et son vassal n'avait toujours pas réagi, pensant qu'il nageait joyeusement. Mais son vassal ignorait qu'il était maintenant un sous-marin sans oxygène. Le vassal pensait qu'il avait le potentiel de devenir un nageur professionnel jusqu'à ce qu'un autre vassal prévienne que cette rivière pourrait avoir une pente plus raide que prévu, et qu'il pourrait être en train de couler comme un sous-marin. Le vassal regarda Léo sans comprendre, mais il réalisa alors que son maître se noyait. Il a paniqué et a couru pour le sauver. Mais, en gros, une personne ordinaire comme eux ne pouvait pas porter le corps géant de Han jusqu'au rivage. Pendant ce temps, le jeune Han commençait à perdre ses forces. Des souvenirs de ce corps à l'âge de 2 ans refirent clairement surface dans sa tête. Il avait dû traverser des choses terribles. Sa mère est morte en le protégeant. À ce moment-là, une fille l'a tiré jusqu'au rivage, lui sauvant la vie. Merci beaucoup. Merci. Ils sont donc finalement retournés chez eux. Le vassal à ce moment-là faisait face à la colère du père de Han. Mais après avoir découvert que tout avait été causé par le médecin, l'homme, après avoir failli passer dans l'au-delà des mains du père de Han, explique que le jeune homme était triste après avoir été rejeté et avait décidé de perdre du poids.
Puis il a mentionné la méthode de perte de poids sous les hauts, qui était très efficace. Mais la sœur de Huon, la femme qui a envoyé sa servante pour le sauver à la cascade, dit qu'il n'était pas nécessaire d'aller si profondément dans la cascade pour perdre du poids. Maintenant dans la chambre de Huon, il se réveilla de nouveau, voyant sa belle-sœur aînée. Il n'arrivait même pas à croire que cette belle jeune fille était sa sœur. Clairement, il était gros et stupide, mais il avait une si belle sœur, d'une beauté exceptionnelle. La servante de sa sœur lui a demandé si elle pouvait l'aider à se relever. Huan pense qu'il serait impossible pour elle de le faire seule, mais elle l'a soulevé facilement en disant que ce n'était rien. Le lendemain, il a été emmené à l'endroit aménagé pour son entraînement de perte de poids. Les serviteurs étaient étrangement joyeux. C'était étrange de voir des gens si heureux de porter quelqu'un d'aussi lourd qu'un mammouth. Quand ils sont arrivés, tout le monde était en train de lui construire une petite piscine surdimensionnée. C'était de toute évidence l'idée de sa sœur aînée, pour qu'il n'ait plus besoin du dangereux ruisseau. Yan a trouvé ça un peu bizarre, mais une fois la piscine terminée, il était ravi. Les gens souriaient en le regardant marcher vers elle et l'ont même félicité pour cela. Ils avaient tous travaillé si dur pour quelque chose qui semblait inutile. En quoi tout cela était-il amusant? Il a ensuite interrogé son vassal sur son père adoptif, le chef de famille. Aux yeux du vassal, ce vieil homme musclé avait l'air noble. Il a donc dit que le patriarche était le grand disciple aîné que tout le monde respectait, un symbole d'honnêteté et de vertu. Mais pour Un, son père n'était qu'un vieux débauché. Le vassal a ajouté que chaque fois qu'il y avait une famine, il ouvrait ses entrepôts et partageait la nourriture et les vêtements avec tout le monde. C'est pourquoi toute la ville le respectait. Il réalisa rapidement qu'il avait été un fardeau depuis l'enfance. Pourtant, même s'il ne faisait rien, être le fils du patriarche signifiait qu'il aurait toujours de la nourriture et une vie facile et confortable. Il a éclaté de rire, laissant tout le monde perplexe. Le lendemain, la piscine terminée, il sauta dedans et projeta d'énormes vagues partout. Puis il a dit à son garde d'apporter une boule de pierre géante pour l'attacher à sa jambe pour l'entraînement. Le garde a obéi. Une fois attaché à la jambe de Im, l'homme lança la boule de pierre de toutes ses forces, projetant Im dans les airs. Cette piscine était censée être peu profonde, mais il a coulé comme le Titanic jusqu'au fond. Là, il a commencé à pratiquer l'énergie interne d'une manière mieux adaptée à l'entraînement aquatique. Ses maîtres avaient créé une méthode appelée la technique de cultivation du cœur par l'énergie spirituelle. Au lieu de stocker l'énergie dans le noyau, elle utilisait le cœur, et au lieu des veines d'énergie, elle se déplaçait par les vaisseaux sanguins. Finalement, il a réussi à la faire fonctionner. L'énergie se propagea dans les hauts, et il pouvait sentir le courant et l'utiliser. Puis il a déchaîné le coup le plus puissant de l'art du point ultime de Shaolin, le point mystique des 30 mètres, et a frappé les hauts assez fort pour la plonger dans le chaos. Après cela, il a continué à s'entraîner sous les hauts comme un fou, utilisant les connaissances de sa vie antérieure pour progresser rapidement. En un mois seulement, il avait maîtrisé la technique. Il était maintenant temps de rentrer. D'abord, il devait vérifier combien de poids il avait perdu, alors il a dit à son vassal d'apporter la balance. Si même perdre du poids ne fonctionnait pas, comment pourrait-il faire face à son maître à nouveau? Après une longue attente, le poids énorme de Yan avait un peu diminué. Cette fois, au moins, la corde n'a pas cédé. Il a ri de pure joie. Son vassal a admis qu'il avait douté de lui auparavant. Maintenant, Yan devait devenir plus fort rapidement pour arrêter le serviteur porteur de chaos, alors il a mangé tout ce qu'il voyait et a cultivé avant que la nourriture ne soit entièrement digérée. Il a répété cela encore et encore. Puis 2 mois passèrent. Maintenant, au fond de la piscine, il utilisait une technique de paume qui faisait bouillonner toute la surface. Son vassal ne revenait pas. Il a lâché, comment cet arrogant porc pouvait-il faire une chose pareille? À ce moment-là, quelqu'un derrière lui a demandé qui il traitait de porc. C'était le patriarche, et il était furieux. Il voulait tuer le vassal de Yan sur le champ, mais son garde personnel a dit aux soldats d'emmener l'homme immédiatement, non pas pour le punir, mais pour le laisser se reposer après tout le travail qu'il avait fait pour le jeune maître. Le vassal pleura des larmes de joie. Le père de Yan était ravi que son fils ait utilisé un art de la paume pour faire voler les hauts. Son fils avait un vrai talent martial. Même s'il voulait qu'il étudie à la place, il soutiendrait quand même son entraînement martial. Puis son expression est devenue sérieuse. Il a demandé du papier et de l'encre pour envoyer un message au palais. Le lendemain, son père lui a remis le manuel divin du ciel. Le visage de Im est devenu sérieux. C'était le manuel que l'empereur lui-même avait donné. Cela seul montrait l'étendue de l'influence de son père. Son père a dit qu'il avait récemment dit à l'empereur que Im avait commencé à apprendre les arts martiaux, alors l'empereur a personnellement choisi le meilleur manuel du palais pour lui. Ce que Im ne savait pas, c'est à quel point son père avait insisté pour l'obtenir. Le vieil homme n'arrêtait pas d'envoyer des lettres à l'empereur, lui demandant s'il l'avait oublié, tout ça pour le forcer à dire oui. Honnêtement, on aurait dit un amant jaloux piquant une crise. En plus de cela, son beau-frère est devenu son professeur d'arts martiaux. C'était Dame Shinwu, le mari de la sœur aînée de Yan. Le type affirmait fièrement que son école était la plus célèbre de la province. Comparé au véritable talent de Yan, il n'était probablement rien. Mais Yan ne pouvait pas encore le révéler, alors il n'a eu d'autre choix que de s'agenouiller et d'accepter son beau-frère comme maître. Leur père était si ému qu'il en a presque pleuré, se demandant quand son fils était devenu si respectueux. En vérité, Yan ne pouvait tout simplement pas se relever sans l'aide de son beau-frère. Pendant les jours qui ont suivi,
Il s'est entraîné sous ses ordres, et c'était comme une torture. Dame Xiao n'arrêtait pas de se moquer de lui et l'a même traité d'épolard. Cela a rendu Yi furieuse, et Yin a défié son propre maître, disant qu'il prouverait qu'il comprenait déjà les bases. Dame Xiao a cru que c'était une blague et a éclaté de rire, assez fort pour empirer les choses. Mais quand Yin s'est moqué de lui et lui a demandé s'il avait peur, il a immédiatement accepté le combat et a scellé son énergie interne pour que ce soit équitable. Il a quand même pensé que ce n'était pas assez, alors il s'est même attaché les bras avant de commencer. Yin a utilisé sa technique de combat. C'était rapide et puissant, bien que son corps lourd le ralentisse encore. Même son beau-frère était choqué. Comment Yin pouvait-il mélanger les styles de combat si naturellement? Yin savait que sa force avait des limites, alors il devait en finir rapidement. Il a rapidement mis son beau-frère à terre. L'homme a supplié pour sa pitié, mais Yin l'a quand même achevé en l'assommant. Plus tard, il était si blessé qu'il ne pouvait même pas se gratter et a dû demander à sa femme, la sœur de Yin, de lui gratter la tête. Cela ne la dérangeait pas du tout, car Yin se débrouillait très bien. Elle avait toujours cru qu'il était un génie des arts martiaux. Sa sœur pouvait à peine cacher sa joie. Un autre jour, il se promena en ville. Il n'avait jamais vu les gens aussi heureux. Les marchands commerçaient, les enfants jouaient, et cela lui a rappelé le passé, quand les cadavres recouvraient les rues. À l'époque, tout le monde vivait dans la peur et la faim. Le serviteur du chaos avait tout détruit et volé leur paix. Maintenant, quand les gens voyaient Yin, ils accouraient avec admiration. Ils n'arrivaient pas à croire que le jeune maître marchait vraiment sur ses propres jambes. Bientôt, ils ont commencé à lui donner des cadeaux, et même de la nourriture. Il était seulement sorti se promener, mais les habitants de la ville n'arrêtaient pas de le nourrir jusqu'à ce qu'il se sente de plus en plus lourd. Ils étaient si gentils qu'ils ne pouvaient se résoudre à refuser. Cela ne fit que le rendre plus déterminé à sauver le monde des arts martiaux, des gens aussi bons ne méritaient pas de mourir. Puis il a remarqué un artiste martial qui l'observait en cachette. L'homme fut surpris que le gros garçon l'ait remarqué, mais Yin est soudainement apparu derrière lui et a essayé de parler. Surpris, l'homme a attaqué de toutes ses forces et a projeté Yin au loin. Le type n'était clairement pas un combattant ordinaire. L'impact a assommé Yin, et l'attaquant en a profité pour s'enfuir. Quand Yin s'est réveillé, il était furieux et voulait tuer l'homme qui l'avait frappé. Les gens à proximité lui ont demandé s'il allait bien, et il a agi comme si de rien n'était, même si ça faisait évidemment mal. Cela ne fit que le pousser davantage à devenir plus fort. Au même moment, son père et sa sœur discutaient. Son père voulait arranger un mariage pour que Yin puisse devenir un général célèbre, mais sa sœur pensait que c'était encore trop tôt. Ils ont supposé que le changement soudain de Yin venait de la rupture de ses fiançailles avec la fille de Namgung, une jeune fille qui n'avait jamais voulu se marier et ne voulait que suivre sa propre voie martiale. Malgré tout, le père de Yin voulait redemander sa main bientôt. Des hommes de la famille Namgung se trouvaient déjà à proximité, essayant de trouver une manière polie de le refuser. Pendant ce temps, Yin s'est rendu dans le quartier des mendiants pour s'informer sur le ginseng vierge, mais il a cherché longtemps sans rien trouver. Quelqu'un lui a dit que cela faisait plus de 20 ans que les mendiants avaient disparu du quartier, depuis que le patriarche leur avait construit des maisons. Yin voulait aussi des informations sur le trésor des États, mais maintenant il n'avait aucune idée d'où les mendiants étaient partis. Au même moment, le seigneur Nangun était au bureau provincial, examinant le dossier de Yin à cause de la proposition de mariage. Un mendiant a expliqué que Yin était un fils adoptif spécial, donc aucune affaire le concernant ne pouvait avoir lieu sans la permission du bureau central des mendiants. Ils avaient classé Yin au rang céleste car il était le fils du patriarche. Comme l'autre partie était riche et puissante, Namgung a immédiatement jeté une pile de pièces en disant qu'il paierait n'importe quel prix. Ce n'était toujours pas assez, car il ne pouvait pas enfreindre les règles du réseau des mendiants. Puis il a sorti une bague, le sceau de l'empereur. Quiconque le possédait aurait la protection de la famille Namgung. Sa valeur dépassait tout ce que l'argent pouvait acheter. À ce moment-là, Yin atteignit le quartier général des mendiants, mais l'endroit semblait trop luxueux pour leur appartenir. Un garde l'a même traité de gros et lui a dit de partir car un invité important était à l'intérieur. Yin l'ignora et tenta d'entrer en disant qu'il était le fils du patriarche. Le garde répondit en le frappant au visage. Après l'insulte, Yin entra dans une colère noire et se prépara à lui rendre la monnaie de sa pièce. Cette fois, avec son propre coup de poing. Après que Namgung eut remis l'anneau, le mendiant lui donna enfin les informations sur Yin. Il était sur le point de les lire quand une bagarre éclata dehors. Yin se battait avec le garde, et l'homme dut admettre qu'il avait sous-estimé le gros. Comment quelqu'un d'aussi lourd pouvait-il bouger si vite? Yin dit qu'il utilisait l'épée du ciel infini, mais avec le faible niveau du garde, cela n'avait pas d'importance. Indique que tout ce qu'il voulait, c'était des excuses, et qu'il laisserait tomber. Au lieu de ça, l'homme devint encore plus furieux après que eut insulté le clan Nangun. Au moment où le garde dégaina son épée pour le menacer, le mit à terre en un seul mouvement. Tout ce qui suivit fut le cri de l'homme. Même alors, le releva brusquement et dit qu'il allait lui apprendre les bonnes manières. Puis il se mit à gifler le garde jusqu'à ce que quelqu'un crie d'Eno pour qu'il arrête. Cette personne atterrit rapidement entre eux. Un recula, mais le nouveau venu n'avait pas l'intention de le laisser partir. Un sentit instantanément qu'il utilisait un art martial brutal, il sut donc qu'il devait l'arrêter en premier. Avec son corps lourd, un affrontement direct contre ce style était risqué. Le style brutal augmentait la puissance explosive par la rotation,
et un voulait utiliser une rotation inverse pour l'annuler. Puis il réalisa que l'homme en face de lui était son ancien maître et perdit sa concentration. C'était le maître de l'épée de sa vie antérieure, donc un connaissait bien ses mouvements. Malgré cela, il se fit quand même rosser. L'homme réalisa que ce gros garçon n'était pas ordinaire quand un dispersa la force du point mystique de la foudre explosive. Alors que un tentait de se relever, ses yeux brûlaient d'une intention meurtrière. L'homme le remarqua et s'avança vers lui, mais les subordonnés de un se précipitèrent pour le protéger. Peu de temps après, un s'évanouit de nouveau. Ce n'est qu'à ce moment-là que le chef de la division des mendiants sortit du bâtiment et réalisa que le gros garçon en face de lui était le fils adoptif du patriarche. Il se précipita et cria, « Qui ose blesser le fils du chef de la sorte ?» Aussitôt, tout le monde tourna des regards haineux vers le jeune Namgung, qui parut soudainement désemparé. Il regarda son père, et à cet instant, il comprit tout. Il déchira le dossier d'information de Yin. C'était inutile maintenant, et il savait qu'il devrait faire face à la colère de son père. S'il n'était pas le futur gendre de Yin, il aurait déjà été puni. Le chef de la division des mendiants tomba à genoux pour s'excuser, et tout ce chaos ne faisait qu'empirer. Alors le mendiant dit à Namgung qu'il devrait aussi s'agenouiller et s'excuser. L'homme en face de lui était respecté même par l'empereur. En entendant cela, Namgung paniqua immédiatement et s'agenouilla pour implorer sa pitié. Mais le père de Yin était toujours furieux. Quiconque blesserait son fils préféré le paierait de sa vie. Puis il sortit par la porte, l'air un peu étrange. Apparemment, sa sœur lui avait imposé cette coiffure pour le rendre plus beau. Le chef de la division des mendiants était stupéfait de voir il marcher comme si de rien n'était après avoir reçu un coup du fils de Namgung. Il alla directement voir le chef de la famille Namgung et le salua, puis dit au fils de Namgung qu'il était son oncle, bien qu'il n'eût que 17 ans. Yin attendait ce moment depuis longtemps car ce type avait été son maître dans une vie antérieure, alors il le gifla encore et encore. Ça faisait mal, mais Yin s'en fichait. Dans le futur, cet homme deviendrait le roi de l'épée, l'un des 6 saints de la secte principale. Pour l'instant, Yin obtint enfin une petite vengeance en lui pinçant la joue et en l'obligeant à l'appeler oncle. Pourtant, il était sincèrement heureux de le revoir. Il était si ému qu'il en pleura, bien qu'une partie de cette joie vienne du fait de pouvoir enfin se venger. « Pourquoi tu m'intimides ?» Après cela, tout le monde s'assit pour discuter. Namgung n'avait toujours pas trouvé comment rejeter le contrat de mariage, mais Yin le refusa calmement lui-même. Il dit qu'il était occupé à s'entraîner pour sauver le monde, donc ce n'était pas le bon moment pour se marier. Il a même souligné que les fiançailles avaient été imposées par une vieille promesse sans qu'aucune des parties ne soit d'accord. Pour lui, le mariage pouvait attendre. En entendant cela, son père fut stupéfait. Kyung parla d'un monde martial plein de bandits, de voleurs et de mercenaires malfaisants, scène prenant clairement à Namgung et au groupe de mendiants. Il ne pouvait que garder le silence. Personne ne le contredit, alors Lion se leva et déclara que la question du mariage était close puisque les deux parties étaient d'accord. Puis il appela le chef des mendiants en disant qu'il devait avoir une petite discussion. Il voulait toujours des informations sur le ginseng vierge. Il devait connaître l'état actuel du marim et les anciens maîtres liés à sa lignée. Il voulait se venger de ce qu'il avait fait. Il prévoyait de leur faire subir la même douleur qu'il avait endurée dans sa dernière vie, et cela leur coûterait cher. Un regard cruel emplit ses yeux alors qu'il réalisait qu'il était enfin temps de prendre un disciple. De retour à la piscine, son vassal lui dit de retourner dans sa chambre et de se reposer. Yuan s'en soucia à peine jusqu'à ce que sa sœur arrive avec sa servante et lui dise la même chose. Il devait se reposer. Son garde remarqua alors la femme au visage de bois à ses côtés et en tomba instantanément amoureux. Pour lui, elle ressemblait à un rêve sur 2 jambes. Sachant qu'il prévoyait d'entrer dans le monde du Marem, sa sœur lui demanda s'il avait oublié ce qui était arrivé à leur mère. Elle est morte à cause d'affaires inachevées là-bas. Yuan demanda simplement si elle pensait vraiment qu'il était encore faible et peu fiable. Cela la prit par surprise. Il promit que rien de tel n'arriverait à nouveau à leur clan car il ne le permettrait jamais. En entendant cela, sa sœur sourit, heureuse qu'il ne soit plus un petit enfant. Elle frotta doucement la tête de notre jeune maître joufflu, disant qu'il avait vraiment beaucoup grandi, surtout en largeur. Pourquoi sa douce sœur était-elle si gentille avec lui? Tout cela semblait étrange, ou peut-être était-ce simplement ce que la famille était censée être. Après cela, beaucoup de temps passa, puis l'eau de la piscine commença à s'agiter alors que quelqu'un en jaillit. Cette personne déclara que le moment était enfin venu, et le vassal se précipita, avertissant son maître d'être prudent. Huon était-il enfin sur le point de se transformer? Notre héros se transforma en un homme flasque et maigre. Regardez-le. Oh, non. Vraiment, non. L'hiver arriva, et nous retournâmes au palais de son père. Le vieil homme lui dit de ne pas sortir aussi maigre, ou le vent pourrait l'emporter. Pourtant, Huon partait quand même car il devait entraîner le fils de Nangong. Il se leva donc, dit qu'il rendrait visite à son oncle à nuit, et commença à faire ses bagages. Il était heureux d'avoir enfin un peu de liberté et espérait s'éclipser sans se faire remarquer. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un immense carrosse était en préparation pour lui avec plus de 20 gardes. Dehors, tout le monde semblait prêt à partir, mais pour lui, il n'était qu'un poids mort. Il a donc élaboré un plan. Il appela tout le monde pour boire un verre et annonça qu'il partirait plus tôt le lendemain. Sa sœur avait prévu de lui dire au revoir, mais quand elle a entendu la voix de son frère mêlée à celle d'une bande d'hommes ivres, elle a choisi d'attendre dehors. Pendant ce temps,
les gardes ont été drogués par Yuan, non pas avec de l'alcool, mais avec quelque chose qui a dispersé leur énergie interne. Ils ne bougeraient pas avant le matin. C'était un poison paralysant que son médecin lui avait donné pour les urgences. Il était sur le point de partir quand sa sœur est arrivée. Elle l'a serré dans ses bras et lui a dit de faire attention, de ne pas trop forcer, et de rentrer à la maison n'importe quand s'il était fatigué ou avait peur. Elle et leur père l'attendraient toujours. Puis il a pris le plus beau cheval de l'empereur dans les écuries et a commencé son voyage. Le lendemain, il atteignit un petit village, mais les habitants le regardaient toujours comme une sorte de criminel, au mieux, un voleur de poules. Il s'est donc fait passer pour un officier du clan YE, prétendant chercher quelque chose pour le fils de son maître. Il a demandé si quelqu'un avait vu une pierre rougeoyante sur la montagne. Les villageois étaient perplexes jusqu'à ce qu'un vieil homme dise qu'il avait vu cette lumière au coucher du soleil en se promenant sur la montagne. Cela ressemblait à un rayon rouge se reflétant dans le soleil du soir, et Yuan a rapidement demandé où. L'endroit s'appelait la montagne de la pagode, mais le vieil homme l'a averti de ne pas y aller. Elle appartenait au clan des 9 dragons, et ce n'étaient pas des bandits ordinaires. Ils étaient sauvages. Cela n'a fait que convaincre Yuan qu'il était au bon endroit, alors il a demandé au vieil homme de le guider. L'homme a eu peur au début, mais après que Yuan l'ait supplié avec ce visage presque en larmes, il a cédé. Les deux se sont dirigés dans la forêt. Une fois qu'ils se sont approchés, Yuan a refusé de risquer la vie du vieil homme. Il a seulement demandé son chemin, et l'homme lui a indiqué la direction. Yuan a promis qu'il serait récompensé. Au coucher du soleil, la lumière rouge est apparue. C'était le ginseng vierge. Yuan s'est déplacé à toute vitesse en traversant le ruisseau, pensant que s'il était découvert, se battre sous les hauts lui donnerait l'avantage. Enfin, il a atteint la forteresse des 9 dragons. Il voulait éviter un combat direct, alors il a déployé son énergie spirituelle pour chercher le ginseng vierge. À la place, il a trouvé un bandit en train de battre une femme, et quand son enfant s'est mis à pleurer, le bandit s'est tourné vers la fille. Pendant une seconde, Yuan a hésité, mais il est intervenu. En un instant, le bandit est tombé raide mort sur le sol. Yuan n'avait pas l'intention d'intervenir, mais une fois qu'il a vu la mère et l'enfant, il a décidé d'aller jusqu'au bout. D'autres gardes sont sortis d'une hutte voisine, et notre héros à la peau flasque les a tous endormis discrètement. Après les avoir traînés dans une cabane, il a trouvé plusieurs autres villageois enfermés à l'intérieur. Il était hors de question qu'il les abandonne. Le problème, c'est qu'il était terrifié et difficile à contrôler, alors il a mis la mère de l'enfant responsable et a rapidement élaboré un plan. Quand un garde est entré dans la cabane à la recherche de ces hommes disparus, il les a vus tous endormis et a immédiatement compris que les prisonniers avaient fait quelque chose. Il a ouvert la bouche pour crier, mais l'homme à la peau flasque l'a frappé à la nuque et l'a endormi avec les autres. Maintenant, le plan pouvait commencer. Première cible, le poste de garde principal. L'homme à la peau flasque a traversé la zone en un clin d'œil et s'est retrouvé sous la tour. Une torche dans une main. Son autre main tenait un coup chargé de puissance. Y déversant son énergie spirituelle, il a frappé le poteau de toutes ses forces, faisant basculer toute la tour de guet avec l'homme de garde. Personne n'a vu ça venir. Puis ils se sont souvenus que c'était le signal. Tout le monde devait évacuer et courir. Au même moment, une silhouette est passée à une vitesse folle, l'homme à la peau lâche avec une torche. Il s'est précipité pour enflammer l'une des cabanes. Ce soir, il comptait semer le chaos dans cet endroit. Dans une autre cabane voisine, plusieurs bandits dormaient. Ils se sont soudainement réveillés face à une lueur aveuglante. Plusieurs cabanes brûlaient déjà. Heights est apparu à leur porte, annonçant audacieusement que c'était lui qui mettait le feu. L'homme à la peau lâche a également brûlé cette cabane, puis a continué à courir et à incendier d'autres bâtiments tout en évitant les combats prolongés. Peu de temps après, un groupe de bandits l'a repéré. Sa meilleure option était de fuir, mais un autre homme lui a barré la route. Etienne a esquivé l'attaque et a assommé l'homme sur le champ. L'homme à la peau lâche ne pouvait être arrêté, tel un éclair fendant le village cette nuit-là. 2 gardes étaient postés à la porte, et une petite pierre lancée a attiré leur attention. L'un s'est penché pour la ramasser, puis a vu un flash lumineux derrière lui. C'est seulement à ce moment-là que l'idiot a réalisé que l'endroit qu'il gardait était en feu. Les 2 gardes sont partis en panique pour aider, et tous ceux qui se cachaient près de la porte ont profité de cette occasion pour s'échapper. La mère de la fille ne pouvait que prier pour que le guerrier qui les avait sauvés survive, puis elle a couru de toutes ses forces vers la liberté. Notre seigneur à la peau lâche a continué à sprinter à travers le camp, essayant d'attirer toute l'attention sur lui, mais son énergie a vite commencé à décliner. C'est alors seulement qu'il a remarqué quelqu'un à côté de lui, déjà prêt à frapper. L'attaquant était si rapide que Yuan n'a pas eu le temps de l'éviter. Les coups ont percuté l'homme à la peau lâche et l'ont projeté à plusieurs mètres. Le roc a exigé de savoir qui était l'intrus, mais quand le seigneur à la peau lâche est resté silencieux, d'autres ennemis se sont rassemblés et se sont même moqués de ses bandages, demandant s'il cachait un visage laid. Des gardes ont afflué de tous les côtés, et le dernier coup avait causé de sérieux dégâts. Le roc a dit à ses hommes d'éteindre le feu pendant qu'il essayait plutôt de recruter le seigneur à la peau lâche. Il s'est assis, gagnant du temps pour restaurer son énergie spirituelle. Il est resté assis, reprenant son souffle. Trouver des combattants forts et rapides prêts à devenir des bandits n'était pas facile. Tandis que le chef continuait de parler, il a commencé à s'interroger sur son étrange comportement. Cet homme était-il vraiment en train de méditer au milieu de tout ça? Assez vite, Hugues a récupéré.
Son énergie spirituelle est devenue terrifiante, et il a demandé pourquoi un loup servirait un petit chiot. Cela a poussé le chef à ordonner instantanément à ses hommes d'attaquer, se précipitant comme pour l'écraser vivant. Après un seul coup, son masque est tombé, et les hommes ont vu son visage caché sous toute cette peau lâche. Le combat a continué. Yin était incroyablement rapide, et même si les bandits n'étaient pas particulièrement forts, ils travaillaient bien ensemble. En combinant leurs attaques, ils ont finalement réussi à atteindre le seigneur à la peau lâche et à le jeter au sol. Même un lion peut tomber quand trop de hyènes l'assaillent. Réalisant qu'il n'avait plus le choix, Yin a changé de style. Son corps est devenu plus léger et plus erratique, puis il a utilisé le pas immortel des 8 ivrognes pour se faufiler à travers les gardes avec aisance. Même le chef a été choqué par ses mouvements. Puis Huon a de nouveau changé et a utilisé la technique du vol sans ombre. Il a foncé vers le chef comme l'éclair. Ils ont échangé des coups en une fraction de seconde, mais Anu n'était pas assez fort. Le chef n'allait pas mourir de ça. Son énergie épuisée, sa seule issue était de sauter de la falaise. En tombant, il a admis qu'il n'était toujours pas assez fort pour les battre tous. Pourtant, Shin a juré qu'il reviendrait leur couper la tête à tous, puis il a disparu par-dessus le bord en levant son majeur. Cela a laissé le roc le fusillant du regard avec fureur sous son cache-œil. Il a ordonné à ses hommes d'aller récupérer le corps du seigneur à la peau lâche en bas de la falaise. Mais un de ses hommes accourt avec de mauvaises nouvelles. Les otages ont disparu. Cela rend le chef chauve encore plus furieux, et maintenant il désire encore plus la mort du seigneur à la peau lâche. Pendant ce temps, alors que Yin tombe de la falaise, il plonge la tête la première. Il n'a qu'un seul objectif, toucher Léo aussi doucement que possible, en descendant en vrille comme une perceuse. Sa véritable peur est de s'écraser au fond avec toute la force accumulée lors de cette immense chute. Il parvient à ralentir, mais quelque chose commence à l'entraîner plus profondément, et une fois de plus, il coule comme une pierre. Après que le courant l'a emporté pendant un long moment, il finit par être entraîné dans une grotte de l'autre côté. Il veut seulement se reposer après ce combat brutal, mais l'énergie dans son cœur réagit soudainement à quelque chose à proximité. Elle le pousse à avancer, et bientôt il réalise ce que c'est, le ginseng vierge. Après avoir nagé plus profondément dans la grotte, Yin est stupéfait par ce qu'il trouve. Juste devant lui se trouve le ginseng vierge, dégageant une forte aura. Il est si heureux qu'il en pleurerait presque, puis se souvient que le mendiant avait dit que ce serait facile à trouver. S'il revoit ce type, il pourrait le brûler pour ce mensonge. Sans perdre une seconde de plus, il se précipite et arrache le ginseng à main nue. C'est vraiment le légendaire ginseng vierge, et maintenant il est à lui. Il vérifie même autour de lui, comme si c'était une sorte de farce, mais non, il est toujours aussi trempé et lourd. Il dévore joyeusement le ginseng. Immédiatement, son énergie spirituelle commence à déferler. La sensation est si bonne qu'il continue de manger sans s'arrêter. Puis il s'assoit pour cultiver, ravi de pouvoir enfin s'élever au-dessus de tous ceux qui le méprisaient. De retour au village, le vassal de Huin essaie de le retrouver. Mais comme Huin a utilisé un faux nom, il ne trouve aucune trace de lui. La raison de sa présence remonte au manoir du patriarche. Pendant qu'il dormait, le père de ce gros homme en colère a fait irruption par la porte en hurlant. Voyant le vassal endormi, l'homme commence à le frapper et dit qu'il le fera dormir pour l'éternité. C'est pourquoi le vassal a atterri ici, dans le village, à la recherche de Yin. Au bout d'un moment, il trouve le cheval du gros homme et demande désespérément à un garçon où son propriétaire est allé. Lorsqu'il apprend que Yin s'est dirigé vers la montagne de la pagode où vivent des bandits, il se met à pleurer encore plus fort. Rien qu'en imaginant son maître se faire battre par des criminels, il s'enfuit en panique. Ailleurs, dans la forêt glaciale, alors que la pluie tombe à verse, les villageois survivants se hâtent vers le village le plus proche. Quelqu'un attend, caché à proximité. C'est l'homme qui a amené Yin ici qui leur montre maintenant la sortie. La femme le remercie de les avoir aidés. Le vieil homme demande si elle a vu un jeune homme enveloppé de bandages. Il parle de son sauveur, et elle sait qu'il est resté en arrière pour affronter seul les bandits de la montagne. Près de la cascade, les bandits sont furieux car ils ne trouvent toujours pas l'homme à la peau flasque. Puis l'un d'eux désigne la cascade. Un homme sort de Léo en disant qu'il a failli se noyer. Les bandits ne comprennent pas comment il a pu sortir du milieu de la cascade, mais l'homme dit qu'ils lui ont épargné la peine. Il était sur le point de venir les trouver de toute façon. Aucun d'entre eux ne sait qui est cet homme maintenant. Écartant ses cheveux, il demande s'il n'était pas en train de le chercher. Pourtant, il le fixe d'un air vide. L'apparence de Qian a tellement changé qu'ils ne le reconnaissent plus du tout. On peut à peine l'appeler encore l'homme à la peau flasque. Froid et calme, Yin leur dit de donner leurs vêtements. Quand il refuse, il envoie un coup de pied direct dans la tête d'un homme. Le coup là-bas d'un seul trait, et il n'a même pas utilisé de mana. Les autres se figent, tremblant de peur, tandis que Yin se plaint que ses nouveaux vêtements sont déjà sales, et qu'il lui en faut d'autres. Il dit cela en fixant les hommes qui savent qu'ils sont sur le point de perdre les leurs. Bientôt, il se retrouve en sous-vêtements, tremblant de froid. Yin empoigne sa nouvelle arme, puis décide de la tester. Les bandits grelottants ne remarquent même pas ce qui arrive. En un instant, une tête se détache nettement. Yin rit et demande s'ils vont vraiment rester là à attendre la mort. Ils implorent immédiatement sa pitié, mais Yin refuse. Il a déjà promis de prendre toute leur tête. Il court, terrorisé, mais il est trop tard. La chasse commence. Ce jour-là, tout le monde au pied de la montagne est anéanti.
Personne n'échappe à Yin. Ensuite, il remarque que ses vêtements sont à nouveau sales, alors il se dirige vers la rive pour se laver. Puis il voit son reflet dans les eaux et est stupéfait. L'homme à la peau flasque a disparu. Maintenant, il est d'une beauté incroyable. Il réalise rapidement que c'est le ginseng vierge qui l'a tant changé. Il est à la fois heureux et embarrassé par son nouveau visage. Maintenant, il est aussi beau que sa sœur, mais des cris l'interrompent soudainement. Ils proviennent du sommet de la montagne. Là, le vieux guide est torturé par des bandits. Les survivants ont été capturés à nouveau. Le guide refuse de leur dire quoi que ce soit sur l'homme à la peau flasque, et il s'apprête à le fouetter à nouveau. Puis un bandit remarque quelque chose et demande pourquoi un homme se tient simplement dans la neige à les regarder. Kyun s'accroupit et fait un mouvement étrange. Les bandits se demandent s'il est vraiment en train de ramasser de la neige avec sa main. Peut-être qu'il veut jouer, mais la boule de neige qu'il lance frappe comme une bombe. Plusieurs bandits tombent d'un coup, éliminés par de simples boules de neige. Quiconque tente encore de résister est fauché à une vitesse fulgurante. Les bandits peuvent à peine le suivre alors qu'il fonce en montant, puis les décime en redescendant. Quiconque survit à cette première attaque est achevé par l'attaque du destructeur de lune. Il ne reste qu'un seul homme en vie. Kien se demande s'il a peur de lui, mais plus personne ici ne sait qui il est. Le vieux guide tousse de douleur, et en se souvenant de la gentillesse de l'homme qui l'a guidé à travers la montagne, Yin brûle de rage. Il demande si c'est cet homme qui a fait ça, et le survivant ment rapidement. Yin répond d'un coup de lance et le fend en deux. Les survivants supplient Yin de les épargner, mais il n'est pas venu pour eux. Il est venu sauver l'homme qui l'a aidé. Le guide réalise enfin qui se tient devant lui. Yin leur dit de retourner au village. Voyant que le guide ne peut même pas parler, Yin envoie de l'énergie spirituelle dans son corps et cautérise la plaie. C'est un traitement brutal, mais c'est tout ce qu'il peut faire pour le moment. Il demande si quelqu'un peut porter le guide, puis leur ordonne de se diriger vers le village et de ne pas regarder en arrière. Ils obéissent sur le champ. Qian jure alors d'abattre le châtiment divin sur les bandits de la montagne. À la porte du village des bandits, les gardes se demandent pourquoi le tonnerre gronde par une claire journée d'hiver. Une seconde plus tard, l'un d'eux est décapité si vite qu'il ne réalise même pas qu'il est mort. L'autre meurt du même coup. Shin prend une profonde inspiration et rugit pour que le chef chauve sorte se battre. Il compte ne montrer aucune pitié à ses bêtes. Tout ce qui se trouvera sur son chemin sera fauché. Il se ferait un chemin à travers les bandits comme s'il n'était rien, en abattant plusieurs à la fois avec facilité. Aujourd'hui, Shin a l'intention d'effacer ce clan tout entier. Ceux qui regardent ne peuvent que trembler de peur car ils savent qu'ils sont les prochains. Puis une flèche manque de peu d'atteindre Shin. Le groupe du chef chauve est arrivé. C'est exactement ce que Yin voulait. Maintenant, il doit se battre avec encore plus de talent qu'avant. Le timing est parfait. Une voix familière retentit. Le vassal impétueux est arrivé avec des hommes pour écraser le camp des bandits. Les gardes chargent les bandits, et le vassal se bat bien aussi. Il sait vraiment se défendre. Le chef chauve ordonne à ses hommes de se battre, mais il choisit lui-même de fuir. Yin n'a aucune intention de laisser ce vers s'échapper. Le chauve n'arrive pas à croire que son poursuivant est toujours à ses trousses, et il ne reconnaît toujours pas le nouveau visage de Yin. Puis il voit ce majeur lever et se souvient soudain de tout. Sa peur ne fait qu'empirer. Il est horrifié. Comment quelqu'un a-t-il pu devenir aussi fort en une seule nuit? Maintenant, il comprend la puissance écrasante de Yin. Il tombe à genoux et supplie qu'on l'épargne. Il offre des femmes, de la nourriture, et même de l'or. Mais Yin demande si les bandits ont épargné qui que ce soit. Aujourd'hui, il le punit au nom du ciel. Puis Yin fait ce pourquoi il est venu. À ce moment-là, le vassal arrive et lui demande s'il va bien, mais il ne réalise pas que l'homme en face de lui est son jeune maître. Au lieu de ça, il demande où est Yin, puis il se met à divaguer sur la stupidité de la famille, traitant le jeune maître d'impoli comme son père, de laid, de colérique, et disant qu'il mangeait comme un bœuf. Yin envisage un instant de tuer son propre vassal. Mais une fois que le vassal apprend que c'est vraiment son jeune maître, il change rapidement de ton. Soudain, Yin est incroyablement beau, et ils doivent vite rentrer avant que le patriarche ne le tue. Mais Yin avait encore des affaires à régler avec le serviteur du chaos, alors le vassal a sorti le fouet divin qu'il utilisait quand il était inspecteur. Yin n'avait aucune intention de se laisser faire, alors il a essayé de filer. Mais le vassal l'a attrapé avec le fouet et l'a ramené de force. En chemin, Yin a porté un coup au vassal, qu'il apparaît. Tout le monde était sous le choc. Après seulement quelques mois, le jeune maître était devenu si fort qu'il pouvait mettre la pression sur un ancien inspecteur. Un coup contre la garde de l'homme l'a fait reculer de plusieurs pas, mais Yin s'est fait surprendre par une attaque par derrière. Les vassaux devaient obéir à l'ordre du patriarche. Le combat était sur le point d'atteindre son apogée, et tout le monde était très sérieux. À ce moment précis, le vieux guide est apparu. Il a remercié Yin de les avoir sauvés et a dit que les prisonniers s'étaient échappés sains et saufs. Cette fois, ils étaient profondément reconnaissants. Yin avait sauvé beaucoup de gens. Pendant qu'il était distrait en train de dire au revoir, le vassal l'a discrètement ligoté et l'a emmené pendant que Yin hurlait tout du long. Puis le vassal l'a assommé pour le transporter plus facilement. Il a aussi demandé à tout le monde de garder le silence sur ce que Yin avait fait. Comme Yin a utilisé un faux nom, il valait mieux laisser les choses ainsi. Un clou qui dépasse se fait marteler, et trop d'attention n'attirait que des ennuis. Quelque temps plus tard, de retour dans la grotte, le ginseng vierge avait disparu. Le serviteur du chaos est venu le chercher et est devenu si furieux du vol qu'il a failli tuer ses propres hommes.
Il leur a ordonné de trouver le voleur sur le champ et d'exterminer toute sa famille. L'objet avait disparu, et il enrageait que le premier arrivé ait tout raflé. Quand Yin s'est enfin réveillé, il a réalisé qu'il avait raté sa chance de traquer le serviteur du chaos dans la grotte du ginseng. Cependant, quand la deuxième créature, l'escargot millénaire, apparaîtra, il aura une autre chance. Peu de temps après, ils sont arrivés dans la ville de Hefei. Elle était immense et animée, et le commerce ici n'avait rien à voir avec celui de sa ville natale. Il y avait même des lieux construits pour les visiteurs. Une fois que Yin est sorti de la voiture, il s'est retrouvé à la porte de l'empereur. Les gardes l'ont arrêté alors qu'il essayait d'entrer, mais quelqu'un leur a dit de baisser leurs armes. C'était son père qui attendait là. Voyant l'air inquiet du vieil homme, Yin a essayé de lui rendre son affection, mais il a été ignoré car son père ne l'a pas reconnu. Au lieu de cela, son père a commencé à frapper le vassal pour avoir osé mentir dans la lettre, car Yin était censé être avec lui. Ce n'est qu'après avoir été frappé que l'homme a fini par lâcher que le beau jeune homme à côté de lui était son fils bien-aimé. Son père a jeté un coup d'œil à Yin puis a recommencé à frapper le vassal. Il était impossible que ce beau jeune homme soit son fils, alors Yin l'a appelé père. Le vieil homme s'est figé à cette voix et a demandé s'il était vraiment son cher fils. Il ne croyait toujours pas ses yeux. La nouvelle est rapidement parvenue au château de Nangung. Le capitaine d'escadron a rapporté qu'on avait dit au public que le vassal du vieil homme avait réglé toute l'affaire, mais la vérité était que Yin seul avait anéanti le clan entier. Cela a laissé le vieux Nangung impressionné et curieux, bien qu'il ait tout de même demandé si le capitaine n'avait pas mal vu. Le capitaine a ajouté que pour ramener Yin, il a fallu que tout le monde s'y mette pour maîtriser le garçon. Puis le patriarche de la famille est intervenu, disant que son fils était juste têtu. Yin était le futur héritier d'un grand clan, né avec un talent pour les arts martiaux. Et en plus de ça, il avait minci pour devenir un beau jeune homme. En bref, son fils ignorait la vérité et préférait croire au ragot. C'est pourquoi il en doutait. Le patriarche a alors déclaré qu'il s'occuperait personnellement du mariage de Yin à partir de maintenant. Peu après, les patriarches se sont réunis avec Yin au centre, puisqu'il était le sujet de la discussion. Le père de Yin a dit que le garçon devrait passer les examens d'arts martiaux, mais le patriarche Namgun l'a interrompu en disant que ce genre de voix, aussi doué que soit Yin, ne ferait de lui qu'un général. Le père de Yin a demandé ce qu'il avait en tête à la place. Le vieil homme a dit que sous le bon maître, Yin pourrait s'élever au-dessus d'un général et devenir un chef qui sauve la nation et laisse son nom dans l'histoire. Les mots sauver le pays ont allumé une flamme en Yin. Son père, stupéfait, a demandé si un maître aussi exceptionnel existait vraiment. Nangung a dit qu'il n'aurait pas besoin d'en chercher un. Il prévoyait d'enseigner lui-même au garçon, lui, le patriarche à la retraite du clan Nangung, le roi de l'épée, Nangung Shanshin. Yin a vite compris que le vieil homme le voulait pour ce qu'il avait accompli. Il savait aussi que ce clan était très matérialiste, même s'il était puissant et respecté. Malgré tout, Yin voyait cela comme une chance énorme de devenir plus fort et de passer du temps loin du clan Yu. C'était, bien sûr, si son père était d'accord. Un instant plus tard, son père reniflait déjà en apprenant que Yin voulait devenir le disciple de Nangung. Mais l'aîné Nangung avait clairement déjà réussi à convaincre le vieil homme, alors les choses se sont vite calmées. Le père de Yin a dit qu'il était soulagé d'entendre que Nangung lui-même s'occuperait de son fils, surtout qu'il devait maintenant se rendre chez l'empereur. Confus, Nangung a demandé ce que voulait l'empereur. Peut-être qu'il pensait à choisir le prochain souverain et voulait son grand-père à ses côtés. Nangung l'a immédiatement flatté, disant que cela ne faisait que prouver à quel point il était digne de confiance, et le vieil homme a tout gobé comme un imbécile. Pendant ce temps, Yin en avait déjà assez de ces discussions de vieillard. Plus tard, ils étaient de retour à la porte de l'empereur pour se dire au revoir. Son père, en larmes, lui a dit d'écouter son oncle et de s'entraîner dur. Puis sont venues les recommandations surprotectrices habituelles, manger à chaque repas, écrire 2 fois par semaine, etc. Finalement, ils ont commencé à partir, et Yin s'est senti soulagé que cette scène gênante se termine enfin. Ce soulagement n'a cependant pas duré longtemps. Avant de partir, son père et le vassal lui ont fait un dernier signe de la main dramatique de la manière la plus embarrassante possible. Yin était complètement mortifié, même s'il était clairement heureux qu'on s'occupe de lui comme ça. Puis son oncle l'a appelé, et Yin s'est retourné aussitôt. Le patriarche Nangung lui a simplement dit de le suivre. Yin s'est dit que le véritable entraînement allait commencer. Ils ont traversé la ville, saluant les gens sur leur chemin. Il n'a pas fallu longtemps à Yin pour remarquer à quel point le patriarche était populaire. Partout où ils allaient, les gens s'inclinaient et le saluaient avec un profond respect. Pourtant, ce qui impressionna le plus Ouyun fut l'immensité de la ville du clan Nangung. Des gardes montaient la garde partout, mais dès qu'ils voyaient leur chef, ils s'écartaient. Nangung le conduisit vers le haut. Bientôt, ils se dirigèrent vers le sommet du mur du château. Yin fut émerveillé par la vue. Puis le vieil homme se mit soudainement à flotter. Yin réalisa que le roi de l'épée utilisait des pas aériens, une chose que même son propre maître ne pouvait pas faire. Après un moment, le vieil homme atterrit au sommet d'une structure en bois et se retourna, disant à Yin de monter aussi. Yin aurait pu utiliser l'art du mouvement de la secte des mendiants pour y arriver aussi facilement, mais il a vite deviné que le roi de l'épée n'apprécierait pas ça. Il aurait probablement explosé et demandé pourquoi Yin fréquentait ces salauds de la secte des mendiants, alors il a choisi une autre méthode. Yin sauta en direction du patriarche et atterrit juste devant lui.
Le vieil homme loua sa vitesse, et Yin se sentit honoré. Puis, de nulle part, le vieil homme lui demanda s'il avait remarqué les rues en venant et combien d'endroits il pensait qu'il avait dépassé. Yin frissonna, réalisant que cela aurait pu être un test depuis le début. Mais le patriarche répondit à sa place. C'était 64 endroits, tandis que Yin s'excusait de ne pas avoir fait attention. Au lieu de se fâcher, le vieil homme dit que chacun de ces endroits appartenait au clan Nangung. N'étant pas sûr d'avoir bien entendu, Yin lui demanda de répéter. Le patriarche montra un pavillon près de l'entrée de la montagne et demanda si Yin pouvait le voir. Il répondit que oui. Alors le vieil homme expliqua que tout, de ce pavillon jusqu'à l'autre côté, était la terre des Nangung. Il demanda si toutes ces terres et ces bâtiments n'étaient pas énormes. Toujours confus, Yin répondit simplement que, oui, c'était immense. Puis le vieil homme se retourna et lui demanda ce qu'il pensait de tout ça. Yin était perdu. L'homme continuait de poser des questions et d'y répondre lui-même. Il commença même à penser que cette montée n'était qu'un test de sa capacité de mouvement. Alors que Yin se préparait à bouger, le vieil homme lui demanda s'il comprenait maintenant après avoir vu toutes ses possessions. Mais Yin se préparait toujours à partir en courant. Au moment où il fit un pas en avant, le patriarche dit qu'il n'avait toujours pas compris même après avoir vu tout cela. Ce n'est qu'à ce moment-là que Yin se souvint du mot « possession » et se frappa la tête contre le sol dans une soudaine prise de conscience. Relevant son visage meurtri, il demanda au patriarche de s'expliquer plus clairement. Avec un sourire narquois très peu naturel, le vieil homme dit qu'une bonne partie de tout cela pourrait appartenir à Yin. Cela le choqua complètement. Puis vint le point essentiel. Il n'avait qu'à épouser la petite fille du vieil homme, qui viendrait avec une dot très généreuse. Après toute cette mise en scène, Yin comprit enfin pourquoi on l'avait amené ici, et, oui, c'était exactement la raison. Le vieil homme le confirma. Maintenant, tout s'expliquait, pourquoi le roi de l'épée s'était donné tant de mal avec son père juste pour le faire venir. Toujours souriant, le vieil homme dit qu'il convaincrait, donc Yin n'avait pas besoin de s'inquiéter. Pensant que tout cela était insensé, il sauta simplement du toit. Si le roi de l'épée parlait déjà sérieusement de mariage, il devait être fou. Le vieil homme le poursuivit aussitôt, criant au schnappant d'attendre. Yin fit comme s'il n'entendait pas et continua son chemin. Derrière lui, le vieil homme le suivait avec un regard terrifiant, disant qu'il pourrait offrir encore plus si Yin le voulait. C'est alors que Yin réalisa qu'il était né en tant que prodige des arts martiaux, ce qui aurait dû être formidable. Mais le roi de l'épée l'avait dans son viseur, et cela gâchait tout. Puis le vieil homme s'arrêta brusquement et cria que si Yin épousait sa petite fille, la plupart de la richesse du clan Nangung pourrait être sienne. Yin refusa catégoriquement. Offensé, le vieil homme exigea une raison, alors Yin lui rappela qu'il était le fils unique du clan Yu. La majeure partie des Hamping appartient à la famille Yu, et l'empereur apprécie assez son père pour lui envoyer des cadeaux en permanence. Pourquoi se marierait-il pour l'argent? Il laissa même échapper un soupir fatigué, puis redit à son pauvre oncle qu'il était le seul héritier du clan, et que cette discussion sur le mariage devait cesser. Kyung s'était enthousiasmé parce qu'il pensait apprendre les arts martiaux, et c'est seulement alors que le vieil homme réalisa que la richesse ne signifiait rien pour un enfant élevé dans l'opulence. Néanmoins, en tant que seul homme ayant dépassé toutes les limites pour devenir le roi de l'épée, il devait avoir autre chose à offrir. Un peu plus tard, le vieil homme commença à se vanter avec une rafale de mouvements d'épée. Yin se demandait simplement pourquoi on l'avait traîné dehors si tôt le matin pour ça. Nam Gong termina et déclara fièrement que c'était le style de l'épée de l'empereur, demandant si ce n'était pas incroyable. Yin pensa seulement que les personnes âgées se réveillaient probablement trop tôt. Puis le vieil homme lança son épée et l'appela la lame vibrante explosive. La lame trancha l'arbre encore et encore sous différents angles, et la première pensée de Yin fut de se demander si ces arbres coûtaient cher. Le vieil homme continua à exhiber une technique après l'autre pendant un bon moment. Finalement à bout de souffle, il dit que ces arts n'étaient enseignés qu'aux descendants directs des Nangung. Il était sur le point d'ajouter qu'épouser sa petite fille permettrait à Yin de tous les apprendre, mais Yin s'éloignait déjà. Paniqué, le vieil homme se jeta sur lui et insista pour qu'il fasse attention. C'étaient des techniques inestimables qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Huan dit qu'il le savait déjà, mais que tout ce qui avait été montré jusqu'à présent n'avait rien de spécial. Le vieil homme éclata de rire. Bien sûr. Ça devait être une blague. Puis il dit que Huan était talentueux. Bien sûr. Mais il venait à peine de commencer les arts martiaux. Il était donc impossible qu'il puisse saisir à quel point ces techniques étaient grandioses. Il commençait à expliquer que les arts martiaux se construisent et s'affinent au fil des générations quand Huan l'interrompit et dit qu'il pouvait le faire facilement. Abasourdi, le vieil homme lui dit d'arrêter de dire des bêtises. Huan demanda calmement s'il devait le prouver. Ramassant une branche, il se dit que c'était probablement le seul moyen de faire reculer le vieil homme. Les rumeurs allaient se répandre de toute façon, alors faire semblant d'être un génie une fois de plus ne pouvait pas faire de mal. Il commença à agiter la branche pendant que son oncle lui répétait d'arrêter de plaisanter. Puis Yin glissa la branche dans un fourreau invisible. Après une brève pause pour se concentrer, il commença sa démonstration. Le vieil homme se figea, confus. Yin utilisait réellement le style de l'épée de l'empereur, et il le faisait magnifiquement avec rien d'autre qu'une branche. Le vieil homme ne croyait pas ses yeux. Il a immédiatement crié à Yin d'arrêter. En colère et secoué, il exigea de savoir ce qui se passait et comment Yin avait appris le style de l'épée de l'empereur. Sans la moindre crainte,
Yin répondit que le vieil homme lui-même le lui avait enseigné. Toujours déconcerté, il demanda si Yin était sérieux. Yin répondit qu'il venait de le voir en démonstration un instant plus tôt. C'est à ce moment-là que le vieil homme comprit ce que signifiait appeler quelqu'un un génie. Cela ne commençait même pas à décrire ce qu'était ce garçon. Pendant qu'il se tenait là, pensant que Yang l'avait copié après l'avoir vu une seule fois, Yang l'appela. Il demanda si le vieil homme restait toujours planté là à le fixer en bavant comme ça. Puis Yang jeta la branche de côté et dit qu'il n'épouserait certainement pas sa petite fille. Le vieil homme a seulement marmonné, d'accord, en regardant la branche tomber. Mais à l'intérieur, ses yeux brûlaient. Ce garçon était parfait, et il lui ferait l'épouser quoi qu'il arrive. Ailleurs dans la ville de Nangong, 3 hommes se déplaçaient dans les rues. Ils marchaient discrètement parmi les habitants jusqu'à ce que l'un d'eux ordonne aux autres de se séparer ici. Ce faisant, il se souvint de ce qu'il avait appris après avoir payé un citoyen pour des informations. L'homme a dit qu'un client était arrivé il y a 2 jours, puis a immédiatement rassemblé des gens familiers avec Yuanshan et a commencé à poser des questions sur le galet cramoisi. Le nom de cette personne était Jin Weigong, et, bien sûr, l'informateur a été tué. Après cela, nous sommes retournés au quartier du protagoniste où quelqu'un criait après son oncle juste en face de lui. Qion ouvrit la porte pour voir qui l'appelait. C'était son ancien maître, maintenant son neveu, qui lui demandait pourquoi il s'entraînait. Qion répondit nonchalamment qu'il n'avait pas besoin d'apprendre l'art de la cultivation du clan Nangong. Cela a instantanément mis le garçon en colère, et il lui a ordonné de venir immédiatement. Yin pensa seulement que dans sa vie passée, ce regard l'aurait terrifié, mais maintenant il semblait presque mignon. Le garçon était furieux. Il détestait cette situation, surtout après avoir appris que Yin était si doué qu'il pouvait copier une technique après l'avoir vue une seule fois. Pourtant, il savait que ce n'était que du talent et des arts externes. Sans entraînement interne, cela ferait un combattant terrible. Et même maintenant, il ne pouvait sentir aucune trace d'énergie interne de Yin, alors il attrapa Yin par l'épaule et lui dit fermement à nouveau de venir avec lui. Yin pensa simplement que cet idiot creusait sa propre tombe. Se retournant avec un regard malicieux, il décida qu'il était enfin temps de commencer à entraîner son disciple. Il repoussa la main du garçon de son épaule et dit qu'il avait entendu que son neveu prévoyait de lui enseigner, mais qu'il n'y avait rien à apprendre de lui. Au contraire, Yin devrait être celui qui enseigne à son neveu inutile. Le garçon rétorqua qu'il avait été assez poli pour l'appeler oncle, et pourtant il osait encore se montrer aussi arrogant. Qion demanda seulement quelle tête il faisait. Allait-il frapper son oncle juste pour le forcer à venir? Puis il lui a dit d'essayer s'il le pouvait, l'appelant à nouveau neveu, ce qui n'a fait qu'enrager le garçon. Avec une aura sombre s'élevant de lui, Qion demanda ce qu'il y avait de mal à appeler son neveu ainsi. Puis, affichant un sourire dément, il se moqua de lui en répétant neveu. Le garçon cria qu'il était complètement fou et d'une arrogance incroyable. Honnêtement, arrogant était un mot trop faible pour décrire sa colère. Il aurait dû proférer des insultes bien pires. La provocation a clairement fonctionné. Il avait l'air sur le point d'exploser, mais n'a toujours pas juré. Xian fit remarquer à quel point il paraissait désinvolte alors que tout ce qu'il pouvait dire était arrogant, puis se moqua de lui pour ne connaître qu'une seule insulte. Dans sa vie passée, cet homme utilisait une insulte différente chaque jour. Alors Xian se souvenait de lui comme de quelqu'un qui jurait constamment quand il était jeune. À l'époque, il était inégalé à l'épée, et les gens l'appelaient même le roi de l'épée aux 7 émotions. Il avait poussé chaque émotion humaine à sa limite à travers les arts martiaux. Il frappait quelqu'un parce qu'il se réveillait de mauvaise humeur ou parce qu'il se sentait bien après un repas. À cause de toutes ces humeurs, Yin avait beaucoup souffert par le passé, donc rien de tout cela n'avait de sens. Comment ce type pouvait-il être si poli maintenant alors que dans l'autre chronologie il avait atteint le sommet de la folie émotionnelle? Si cela changeait, l'un des héros de Murim pourrait ne jamais exister, et Eon ne pouvait pas permettre cela. Au début, il voulait seulement aider avec les arts martiaux, mais maintenant il devrait aussi corriger la personnalité du garçon. Il a dit que c'était pénible, bien que le sourire malicieux sur son visage dise le contraire. Son neveu, traitant maintenant son oncle de crapule, exigea de savoir de quoi il parlait. Quand Lin apparut soudainement devant lui et dit qu'il comprendrait après s'être fait tabasser, l'homme fut surpris, se demandant si c'était le patinage du vent céleste. Prenant sa posture, il déclara qu'une pâle copie n'avait aucune chance. Puis il se précipita, disant qu'il lui montrerait la différence entre l'original et une copie. Ses attaques étaient véritablement féroces. Même Moon fut impressionné en esquivant les coups. Pourtant, des attaques comme celle-là n'allaient pas le toucher. L'homme frappa à nouveau, et Moon sauta d'une manière étrange. Par instinct, le garçon leva rapidement sa garde, mais un coup de pied le déséquilibra facilement. Il l'a bloqué, mais la force l'a quand même projeté à plusieurs mètres. Alors que le garçon reprenait son souffle, Yin demanda si tout ce qu'il prévoyait de faire était de bloquer. Puis Yin chargea de nouveau à une vitesse fulgurante. S'attendant à un coup de poing, le garçon essaya de bloquer, mais le coup n'arriva jamais là. Pendant une fraction de seconde, il pensa à esquiver avec l'énergie interne, mais Yin, souriant froidement, lui dit que ça ne marcherait pas. Un coup de poing enveloppé d'une aura bleue attendait déjà. Le garçon réalisa trop tard et essaya d'encaisser le coup avec de l'énergie interne, mais il découvrit rapidement qu'il ne pouvait pas l'arrêter et trébucha. Yin profita de l'ouverture, abattit son poing et transperça sa défense. Le coup a touché net, et il a même utilisé une technique du clan Nangong. Avec l'illumination explosive,
il frappa son neveu en plein visage et rit même en le faisant. Le pauvre garçon vola en arrière et s'écrasa contre un mur. Yin l'attaqua de nouveau alors qu'il était déjà affaibli. Le garçon était complètement dépassé, crachant du sang. Choqué, il demanda comment Yin pouvait utiliser l'illumination explosive alors qu'il semblait n'avoir aucune énergie interne. L'avait-il vraiment appris juste de leur bref contact? Si c'est le cas, il était vraiment un génie envoyé du ciel. Il ne pouvait rien faire contre ce monstre qui se tenait devant lui. Yin dit simplement que son neveu avait encore beaucoup à apprendre. Le pauvre garçon ne pouvait que ressentir de la peur. Les bruits d'impact continuaient de résonner. Yin le rouait de coups en disant qu'il n'avait aucune idée depuis combien de temps il attendait cela. Et pendant qu'il parlait, il continuait à lui donner des coups de pied et à lui fracasser le visage sans la moindre pitié. Après tout, c'était exactement ce qu'il avait subi de cet homme dans sa vie passée. Il avait attendu ce jour avec impatience, et maintenant qu'il était enfin arrivé, il était ravi, tout en continuant à jurer. Le garçon ne pouvait que le supplier d'arrêter parce que ça faisait trop mal. Puis quelque chose se déclencha, et il se souvint de mots de son passé. Ce qu'il ressentait en ce moment, c'était de la colère. Alors que des larmes coulaient sur son visage, il cria à Yin d'arrêter ses bêtises, puis un autre crochet brutal le frappa. Voyant que son neveu était encore bien trop faible, Yin commença à réfléchir à comment le rendre plus fort. Il a même envisagé de poursuivre cette deuxième créature mystique. Quelque temps plus tard, il montra le garçon du doigt et dit qu'ils s'entraîneraient ensemble à partir de maintenant. Ce fut le début du cauchemar du pauvre gamin. Quelques jours plus tard, de retour au palais de la famille Nangong, leur entraînement rigoureux se poursuivait. Ils ont continué pendant 10 jours d'affilée, et à travers cette routine infernale, le garçon a finalement commencé à réagir. Laissant ses sentiments s'exprimer, il brandit son épée. Yeon pouvait dire que l'attaque portait déjà une bonne quantité d'énergie interne. En quelques jours seulement, il avait mêlé sa colère à la lame. Cela fit réaliser quelque chose à Yin. Ce garçon progresse le plus vite quand il est poussé à ses limites. Pour l'instant, apprendre à fusionner la colère dans sa puissance était suffisant. Ensuite viendrait l'entraînement pour extraire cette colère. Pensant cela, Yin le frappa et l'envoya voler. Il se précipita immédiatement pour un autre coup, mais le visage de son neveu changea soudainement, ses yeux remplis de rage. C'était exactement ce que Yeon voulait. Le neveu répondit par un coup énorme enveloppé d'une aura de colère. Au moment où il réalisa qu'il avait manqué, la panique le saisit. Si Yeon attaquait maintenant, il serait probablement inconscient pendant 3 jours. Mais de nulle part, Yeon a dit qu'il avait fini pour aujourd'hui et qu'il avait quelque part où aller. Son neveu ne pouvait que demander où. Avec un regard effrayant, Yeon lui a demandé s'il le remettait en question. Sachant qu'une autre raclée pourrait arriver, le garçon a sursauté et a dit qu'il devait partir immédiatement. Même s'il n'avait aucune idée de leur destination, il commençait enfin à apprendre. Dans une autre partie de la ville du clan Nangong, les gens vaquaient à leurs occupations quand quelqu'un s'est arrêté et a déposé une pièce dans sa sébile. Après que le mendiant le remerciait, l'homme demanda à lui parler en retour. Il était en fait l'un de leurs hommes, rapportant que leur chef Jin Wei-gong n'était pas dans le clan Nangong. Le mendiant est resté silencieux une seconde, puis a levé les yeux et a demandé s'il en était sûr. L'homme déguisé a dit oui, mais a ajouté que quelqu'un d'étrange était apparu à peu près au même moment. Aussitôt, le chef a demandé de qui il s'agissait et a entendu le nom de Yko Okian, le fils de Yko Seongwan, qui séjourne maintenant avec le clan Nangong. L'homme a demandé s'il devait impliquer le capitaine. Après une brève réflexion, le mendiant a aperçu Yeon et son neveu qui passaient à proximité à ce moment-là. Il a décidé qu'il n'appellerait pas le capitaine. Ils mèneraient l'enquête par eux-mêmes. Aussitôt, l'un de ces hommes a commencé à filer Yeon et le garçon. Le messager s'est levé, et le mendiant l'a remercié à nouveau pour la pièce. Mais son véritable ordre était d'aller de l'avant avec le plan. Cependant, quelqu'un d'autre observait aussi. Ces deux hommes en voulaient au mendiant car ils gagnaient de l'argent sur leur territoire sans payer. Bref, ils étaient furieux et voulaient le rosser. Quelque temps plus tard, le neveu s'est plaint que tous les livres étaient remplis d'histoires tristes et de gens misérables. Alors pourquoi devait-il en porter autant? Il n'a pas dit qu'il avait besoin d'expérience, et personne n'est jamais tombé malade. Comme le protagoniste a aussi grandi dans la richesse, il ne pouvait pas vraiment argumenter. Maintenant, Héran lui a fait lire un opéra de Pékin et rire bruyamment, ce qui a laissé le garçon perplexe. Mais après un moment, il s'est vraiment pris au jeu. Hirn a expliqué que le bonheur calme le cœur et empêche la tristesse et la colère de prendre le dessus. Si le cœur de son neveu s'apaisait, il pourrait voir plus clairement et mieux comprendre ses ennemis. Le garçon a dit qu'il s'en souviendrait, puis a demandé à nouveau ce qu'il était censé faire avec tous ces livres sombres. À ce moment-là, on retourne au groupe de faux mendiants. À ce stade, ils avaient déjà choisi leur cible. L'ordre était simple. Suivre discrètement et seulement observer. Leur chef a dit qu'il pisterait personnellement Yko Okian, et que tous les autres devaient rester prudents et éviter de se faire remarquer jusqu'à leur départ de FA. Puis quelqu'un a soudainement interpellé le mendiant. Kian et son neveu se sont retournés immédiatement pour voir ce qui se passait. Le même type que tout à l'heure accusait le mendiant de traîner sans payer de taxes. Cela a instantanément ruiné leur plan. Quand le mendiant a demandé qui ils étaient, les hommes se sont moqués de son audace. Leur chef s'est présenté comme étant de la secte CHW de Wang Tue à FA. Faisant semblant d'avoir peur, le mendiant a imploré leur pitié, mais Wang Tieyu a dit à ses hommes de le frapper.
Le chef des faux mendiants savait qu'il ne pouvait pas révéler son identité, sinon tout le plan s'effondrerait. Avec Okian juste là, il cesse de demander s'il devait simplement encaisser les coups. En voyant la scène, le neveu a demandé s'il devait intervenir. Okian a dit qu'il ne comprenait pas parce qu'il avait été surprotégé en grandissant. Le monde n'était pas un conte de fées, et il ne pouvait pas se mêler de tout. Les bagarres de rue entre la secte des mendiants et la secte des vagabonds arrivaient tout le temps. Ces hommes appartenaient à la secte Zua, les ennemis de la secte des mendiants. Et comme ce n'était pas un combat entre artistes martiaux, c'était une raison de plus de ne pas s'en mêler. Alors ils se sont détournés et ont continué leur chemin. Alors que les malfrats signalaient secrètement que le duo était parti et qu'ils pouvaient agir, une aura violette a jailli de la ruelle leur ordonnant à tous de s'arrêter. Le chef des vagabonds n'a pas compris ce qui se passait avant d'être projeté loin du mendiant. L'un des hommes a appelé le garçon, mais à ce moment-là, ils étaient déjà encerclés par les malfrats. Leur chef a ordonné à tout le monde de rester en arrière. Après s'être relevé péniblement, l'homme a dit à son gang de s'emparer du mendiant. Mais sous cette aura écrasante, aucun d'eux ne pouvait bouger correctement. Le mendiant s'est approché de son agresseur et lui a demandé s'il comprenait ce qu'il venait de faire. C'était une chance rare, peut-être une qu'il n'aurait plus jamais, et l'échec n'était pas permis. Le jeune vagabond allait donc en payer le prix. Il a attrapé le garçon par la tête et a fait exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Après cela, il a dit qu'il y avait une rivière à proximité et a ordonné à ses hommes de jeter le reste et d'effacer toute trace. Ils ont obéi sur le champ. Cette nuit-là, plusieurs membres du clan des vagabonds ont disparu juste pour avoir battu un mendiant. Non loin de là, quelqu'un se cachait dans les buissons. C'était l'un des hommes de Hong, et il venait d'apprendre que ces gens n'étaient pas des vagabonds ordinaires. Ce mendiant n'était pas non plus de la secte des mendiants. Pleurnichant en courant, il a dit qu'il devait signaler cela à la secte des mendiants. De retour au pavillon Nangong, le patriarche de la famille était furieux, exigeant de savoir pourquoi elle n'était toujours pas venue. Il avait demandé à sa petite-fille de venir se marier, mais elle a refusé parce qu'elle n'avait tout simplement pas envie. Pire, elle était déjà partie sur le champ de bataille pour combattre les sectes hétérodoxes et s'était assurée que sa lettre n'arrive qu'après son départ. Cela n'a fait que rendre le patriarche encore plus en colère. Dans un accès de rage, il s'est plaint de la manière dont ces jeunes étaient élevés. Comme elle ne revenait manifestement pas, il a décidé de lui envoyer une à la place. Content de cette idée, il est parti à la recherche du protagoniste. Puis il a soudainement entendu de bruyants jurons. Il a immédiatement pensé que des intrus s'étaient introduits, alors il a sauté le mur pour vérifier. Mais ce qu'il a trouvé l'a surpris. Huan donnait des coups d'épée à son neveu, tandis que le garçon jurait sans arrêt et pleurait pendant son attaque. Puis une aura dorée s'est élevée de son épée. Le vieil homme a pensé que cela ressemblait à une flamme contrôlée, tandis que le protagoniste l'a remarqué. Avant que le coup ne puisse l'atteindre, il leur a ordonné de s'arrêter. Le jeune homme s'est arrêté net, et Uxin s'est fâché, disant que cette fois il aurait pu le frapper à la tête. Entendre Xin jurer de la sorte a semblé impressionner le vieil homme, tandis que le protagoniste lui demandait ce qu'il faisait là. Descendant du toit, le vieil homme a dit que l'entraînement avait piqué son intérêt, et Huan lui a dit qu'il pouvait regarder. Cela a fait se demander au vieil homme si c'était encore sa propre maison. Il a demandé si Huan enseignait l'escrime à Sung, mais Huan a nié et a dit qu'il ne faisait que s'entraîner. Cela a amené le jeune patriarche à se demander pourquoi il mentait. Le vieil homme a souligné que le garçon avait utilisé une technique différente de celle des clans, et Huan a dit qu'il l'avait créée lui-même. Cela a surpris le jeune homme qui a demandé ce que son oncle voulait dire. Huan a alors expliqué que c'était l'épée des 7 émotions, une technique basée sur les sentiments d'une personne. Le vieil homme a étudié cette idée avec intérêt et a réalisé que le clan, longtemps fondé sur la vitesse et la variation, entrait dans une nouvelle ère. Lorsque le protagoniste a demandé pourquoi il était venu, le vieil homme a dit qu'il avait besoin de lui pour aller à l'Alliance Morom. Mais avant qu'il ne puisse en expliquer davantage, un homme l'a interrompu pour signaler que quelqu'un de la secte des mendiants de Hefei était arrivé, et que quelque chose de terrible semblait s'être produit. Le vieil homme a dit au protagoniste qu'il parlerait plus tard, tandis que Sung a décidé d'aller voir par lui-même. Laissé pour compte, il a pensé que ces deux-là se ressemblaient vraiment. Et comme il n'avait rien de mieux à faire, il pouvait aussi bien se promener en ville. Alors qu'il avançait, des gens l'observaient. L'un d'eux a demandé discrètement à leur chef quoi faire. L'homme habillé en mendiant a pensé qu'il n'aurait peut-être pas d'autre chance comme celle-ci, alors il a ordonné à tout le monde de le suivre. Ces hommes étaient d'accord et prévoyaient de l'attraper une fois qu'il atteindrait un endroit plus calme. La ville était bondée, et le protagoniste était content de pouvoir enfin regarder autour de lui en paix. Les choses avaient été difficiles avant car les gens de Vamping le reconnaissaient. Se souvenir de ses visages souriants et des cadeaux qu'il lui avait offerts le rendait nostalgique. L'ancien gros se demandait si tout le monde allait bien et savait que s'il voulait retourner à la préfecture de Vamping et maintenir la paix en des temps pareils, il devrait agir avant que le chaos ne se propage. Puis il remarqua quelqu'un qui passait et qui lui semblait un peu familier. Il s'est dit qu'il avait dû voir cet homme quelque part dans les rues auparavant, alors il a laissé tomber. Mais à ce moment-là, il perçoit quelque chose de louche et reste concentré tout en finissant une boulette. De loin, un homme l'observe clairement. Le temps passe, et il continue de se déplacer dans la ville. Ce même homme continue de le filer. Peu de temps après, il passe devant un vieux mendiant et réalise que c'est le vagabond qui s'est fait battre hier. Ça l'agace.
Est-ce que ce type pensait vraiment que des vêtements ordinaires le cacheraient? Il se souvient avoir entendu que quelque chose de terrible est arrivé à la secte des mendiants et se dit que ces gens sont probablement derrière tout ça. Alors il interpelle un homme qui fait semblant de lire un livre, lui demandant nonchalamment ce qu'il fait là. Ce mouvement soudain déstabilise les gens qui le suivent, et l'homme se fait écraser en plein dans l'entrejambe. Dans la confusion, le protagoniste s'éclipse. Les autres se précipitent à sa poursuite pour qu'il ne puisse pas s'échapper, mais quand ils atteignent la ruelle où il est entré, il est déjà parti. L'homme aux cheveux longs se demande s'il est même passé par là. Puis le protagoniste parle depuis un toit, demandant qui ils sont et pourquoi tant d'hommes le poursuivent. Il se dit qu'ils doivent vraiment vouloir quelque chose de lui. Le vieil homme le foudroie du regard, clairement irrité. Le protagoniste descend d'un haut et demande froidement pourquoi ils l'assaillent comme des rats. Ensuite, il leur demande s'ils sont les mêmes personnes qui l'ont poursuivi la nuit dernière. Un seul regard à leur visage lui confirme qu'il a raison. Il se demande s'ils sont des rescapés de la forteresse des 9 dragons ou s'ils en ont après le ginseng vierge. Le vieil homme dit à ces hommes que le tuer serait facile, mais le garçon est lié à un ancien fonctionnaire du gouvernement, donc ça pourrait mal tourner si le gouvernement s'en mêle. Il lui demande sans détour s'il est Jin Weigang, celui qui a pris le ginseng vierge. Le protagoniste joue l'idiot et demande qui c'est. Cela pousse le vieil homme aux yeux étroits à se demander s'ils se sont trompés de personne. S'il avait vraiment mangé le ginseng vierge, il devrait au moins être au stade de la condensation d'énergie, mais il ne ressent aucune énergie interne. Pourtant, notre ancien gros a trop bien appris de ce mendiant comment se cacher, il sait donc qu'ils ne le démasqueront pas. En même temps, il réalise que s'ils sont venus de si loin pour le ginseng vierge, ils sont définitivement liés aux serviteurs du chaos. Il décide donc de ne pas perdre de temps. Il va les capturer et leur arracher tout ce qu'ils savent. L'aîné aux yeux étroits s'excuse et parle d'un malentendu, mais le protagoniste l'arrête en disant qu'ils ne partiront pas avant de lui dire qui ils sont. Le vieil homme laisse tomber la comédie et ordonne à ses hommes d'attaquer. Les combattants seniors chargent. Les voir se précipiter sans utiliser de technique mortelle ne fait qu'attiser son envie de les battre encore plus. D'un coup chacun, il met à terre 2 hommes et les envoie voler contre un mur. Il dit au vieil homme qu'ils ont dû le croire faible pour l'attaquer sans même utiliser de compétences. L'homme aux yeux étroits devient nerveux. Une personne sans énergie interne visible vient de faire ça. Le protagoniste écarte les 2 hommes et demande si le vieil homme compte s'enfuir ensuite. Cela ne fait que rendre le vieil homme plus en colère. Notre ancien héros Joufflu sait qu'il est en infériorité numérique, alors il joue la comédie et demande s'ils veulent jouer. Il attrape l'un des hommes qu'il a déjà mis à terre et détale. Le vieil homme aux cheveux longs le poursuit et l'attaque par derrière, mais le protagoniste esquive facilement et balaie rapidement la zone du regard, repérant l'endroit parfait pour son plan. Il contracte ses muscles et projette le captif sur un toit, le faisant passer au travers et provoquant la panique et la fuite des gens à l'intérieur. Puis il saute haut dans les airs et prépare un coup de pied. Un seul coup démolit le bâtiment. Les combattants seniors se dirigent vers les décombres, et il dit qu'ils sont arrivés plus tôt que prévu. Touchant son visage, il se demande si le vieil homme savait déjà. Le vieil homme se fige alors de peur. L'homme en face de lui est quelqu'un qu'il reconnaît. Montrant maintenant son apparence changée, le protagoniste dit que l'imbécile l'a suivi en plein centre de Jeffé. Il leur demande même s'ils veulent continuer à jouer, car maintenant ils devront l'affronter lui et les 2 clans qui protègent la ville. Réalisant le piège, l'homme le maudit d'être plus malin qu'il ne le pensait. Il sait qu'affronter 2 clans en plus sera impossible, alors ils doivent quitter Jeffé rapidement. Mais avant ça, il ordonne aux hommes seniors de tuer le protagoniste. Le protagoniste comprend immédiatement qu'ils veulent le réduire au silence. Il lève les jambes, brisant la pierre et projetant des morceaux de roche dans les airs. Puis il leur demande s'ils pensaient vraiment qu'il n'avait plus de tours dans son sac. Il attrape les pierres volantes et pense qu'il aurait dû fuir quand ils en avaient l'occasion. Utilisant la technique des 12 coupes consécutives, il les frappe tous en même temps. Mais à ce moment-là, un homme se jette sur lui par derrière. Notre héros le félicite de l'avoir suivi jusqu'ici, mais dit qu'un vrai artiste martial ne se fait pas avoir par quelque chose d'aussi simple. Alors qu'il est en train d'être étranglé, l'homme avale une pilule, ce qui fait réaliser au protagoniste que quelque chose ne va pas lorsque l'homme meurt subitement. Puis il comprend le véritable objectif du vieil homme. Il se retourne pour le trouver, mais il est trop tard. Le vieil homme a déjà tué le camarade capturé. Une grande agitation éclate, et il voit les autres tuer aussi leurs propres alliés. Ils éliminent leurs subordonnés, pour qu'aucune preuve ne subsiste. Le vieil homme ordonne la retraite, et les 3 aînés s'enfuient aussitôt. Notre héros dit que s'ils veulent jouer à ce jeu, il ne se retiendra pas non plus et se lance à leur poursuite. La poursuite déchire la ville. L'un d'eux réalise qu'il n'échappera pas, alors il s'arrête et se tourne pour lui faire face. Le protagoniste esquive le coup d'épée d'un seul mouvement et tue l'homme d'un seul coup, sans se soucier de savoir si ces gens vivent ou meurent. Le vieil homme dit rapidement quelque chose à son subordonné, et l'homme acquiesce. Au prochain virage, ils se séparent. Cela inquiète le protagoniste, qui craint de perdre l'un d'eux. Mais alors, le vieil homme lève les yeux, choqué. Des hommes devant eux leur crient de s'arrêter. Ce sont des membres des 2 clans qui gardent la ville. Le protagoniste pense qu'ils ont pris leur temps, mais au moins ils sont là. Maintenant, il peut continuer à poursuivre le vieil homme. Le vieil homme court plus vite dans les rues avec notre héros juste derrière lui. Il sait que se faire attraper maintenant ruinerait tout. Désespéré, il sort une étrange petite boule,
se retourne et la lance sur le protagoniste. Mais quand il regarde à nouveau, la cible a disparu. La boule vole dans le vide et explose un instant plus tard. Puis le protagoniste apparaît soudainement, l'interpelle et le frappe au visage. Le coup le projette de l'autre côté de la rue jusqu'à ce qu'il s'écrase contre un mur de briques. Faisant craquer ses doigts, le protagoniste lui dit d'abandonner. Ces hommes ont déjà été capturés. Vaincu, le vieil homme exige de savoir qui il est et pourquoi il a caché son pouvoir, mais c'est le vainqueur qui pose les questions en premier. Il demande d'où vient le vieil homme aux yeux étroits, puis l'avertit que s'il ne parle pas, ils auront tout le temps du monde pour faire connaissance. Se relevant avec difficulté, le vieil homme pense à tout ce qu'il a déjà sacrifié pour ce plan, même ses propres hommes et lui-même. Avant de mourir, il tuera ce salaud en premier. En voyant ce regard, le protagoniste sait que c'est le visage de quelqu'un qui tente un dernier geste désespéré, ce qui ne fait que rendre le vieil homme plus furieux. Il s'emporte, demandant si tout cela ressemble à une blague. Le protagoniste regarde autour de lui et ne voit aucun membre de la secte à proximité, alors il décide d'en finir d'un seul coup. Le vieil homme ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais il se prépare. Il décide de le tuer rapidement pour le faire taire. Il suppose que le protagoniste va foncer pour réduire la distance et prévoit de profiter de ce moment pour lui trancher la tête. Mais le protagoniste se souvient de l'art martial parfait pour montrer le fossé qui les sépare. Il adopte une posture calme et s'ancre au sol, puisant de la puissance à travers tout son corps. Une aura pesante s'élève de ses pieds, remonte le long de son corps et se concentre dans son poing. Puis un coup massif percute le vieil homme sans que le protagoniste n'ait même fait un pas en avant. Le vieil homme encaisse le coup dévastateur, stupéfait et confus, tandis que le protagoniste observe sans l'ombre d'un doute. L'aîné est de nouveau projeté contre le mur, et l'impact déclenche une énorme explosion. Le protagoniste demande si c'était suffisant, puis dit, c'est l'art suprême de Shaolin, le point mystique des 30 mètres. On lui a dit que s'il le maîtrisait, il pourrait déchaîner des milliers de coups de poing. En regardant le vieil homme étalé au sol, il se demande quoi faire maintenant, car il ne peut pas l'interroger ici. Puis, par chance, un homme apparaît et se présente comme le chef de la secte des mendiants, demandant à prendre le prisonnier. Le protagoniste accepte et s'approche avec eux de l'homme inconscient. Les deux mendiants inspectent son corps et disent à leur chef que c'est exactement comme Billon l'a décrit. L'aîné de la secte des mendiants demande à ce qu'on leur laisse cet homme, laissant le protagoniste perplexe, se demandant de quoi parle ce voleur rusé. Quelqu'un arrive soudainement en courant, criant après son oncle. C'est le jeune maître, et la première chose qu'il demande est ce qui est arrivé aux vêtements du protagoniste. Ils sont trempés et couverts de saleté. Le garçon, devenu loyal en seulement 10 jours, se met instantanément en colère et exige de savoir qui a fait ça. Notre héros le gifle et lui dit de se taire. Stupéfait, le jeune maître demande pourquoi il a été frappé, et le protagoniste lève à nouveau la main, agacé qu'il essaie de l'éviter. L'aîné du clan des mendiants examine l'homme au sol et se rend compte qu'il n'était pas un faible. Ses alliés étaient au niveau de l'énergie manifestée, peut-être même de l'énergie projetée. Malgré cela, ce jeune homme les a tous battus seuls. Le vieil homme s'excuse d'avoir été impoli, et le protagoniste note que la secte des mendiants traquait déjà cet homme. L'aîné explique que la secte Gewa, liée à la secte des mendiants, a été anéantie par des gens comme lui. Puis il demande quel est le lien de notre héros avec eux, et le jeune homme réalise qu'on le teste pour obtenir des informations. Il dit donc que ces voleurs poursuivaient quelqu'un d'autre et l'ont simplement confondu avec cette personne. Se souvenant de tout l'entraînement difficile et des coups qu'il a subis, le protagoniste n'a aucune intention de se faire avoir par ce vieil homme. Même ainsi, l'aîné barbu le soupçonne toujours de cacher quelque chose. Pourtant, il pense que leur présence ici pourrait aider. Si nécessaire, il peut même remonter jusqu'au clan Nangam. Mais pour l'instant, notre héros ne peut pas faire grand-chose car il manque de puissance. Ses ennemis restent cachés et agissent en secret, donc personne ne sait ce qu'ils feront une fois qu'ils apprendront que leur équipe de poursuite a été anéantie. Si cela arrive, tout le clan U pourrait être détruit. Cela signifie qu'il doit attirer leur attention ailleurs, et ces mendiants sont parfaits pour ça. Ils adorent déterrer des secrets. Une fois qu'ils commenceront à bouger, il gagnera du temps. Tout ce qu'il a à faire, c'est de les orienter dans la bonne direction. Le protagoniste fait donc semblant de se souvenir du nom du groupe, et l'homme barbu s'enthousiasme, lui demandant déjà de le révéler. Mais notre héros refuse. Il a failli mourir dans ce combat, et il n'est toujours pas sûr de pouvoir faire confiance au chef des mendiants. Puis il lance un regard à son disciple, demandant de l'aide sans parler. Face à cette expression effrayante, le jeune homme ne peut que se demander ce qu'il a fait de mal. Puis il se met à réfléchir intensément, essayant d'utiliser toutes ses études en politique et en mathématiques. Il intervient, dit au mendiant d'arrêter, et déclare qu'il met son oncle dans une position difficile. Cela ne fait qu'agacer le protagoniste car le garçon vient de ruiner tout son plan. Malgré cela, le mendiant s'excuse et dit qu'il en va de l'honneur de la secte, donc il veut la garde de l'homme. Avant que son disciple ne puisse dire autre chose, le protagoniste accepte. Il n'y a vraiment pas de meilleure option. Mais tout ce qui le concerne doit être laissé de côté, et s'ils apprennent quelque chose, ils doivent le partager. L'homme barbu promet qu'ils le feront. Notre héros dit au revoir avec un sourire malicieux, tandis que les mendiants le regardent partir. L'homme aux cheveux longs a l'impression de s'être fait avoir, car il n'a même pas perçu de frais d'information. Mais son chef le réprimande et évoque la phrase sur la ruine des cieux,
signifiant que ces gens pourraient vouloir détruire les cieux. En d'autres termes, il pourrait prévoir de renverser tout le monde de Marim. S'il interroge cet homme et découvre ce complot, cela pourrait suffire à faire de lui un aîné de la secte principale, alors il leur ordonne de prendre le prisonnier et de retourner à la secte. Quelques heures plus tard, la nuit tombe. Le protagoniste pense que le serviteur était censé trouver des indices sur la deuxième créature mystique, mais l'histoire a changé. Ce qui importe maintenant, c'est d'être beaucoup plus prudent. Comme ils n'ont pas réussi à obtenir le ginseng vierge, il est sûr qu'ils se dirigeront plus vite vers la deuxième créature mystique. Il doit donc agir prudemment et rapidement pour empêcher que tout ne sombre dans le chaos. De retour à la secte, un grand cri retentit. C'est le vieil homme qui demande si le protagoniste a vraiment l'intention d'aller à l'alliance orthodoxe du Murim. Il demande à nouveau s'il est sérieux. La réponse est oui. Notre héros veut plus d'expérience. Le vieil homme accepte rapidement et lui dit de se lier d'amitié avec Rai. De plus, il veut que Sung y aille aussi. Cela laisse le jeune maître totalement choqué, mais le vieil homme dit que ce serait difficile, car Sung est le jeune patriarche. Le protagoniste comprend tout de suite, en tant que jeune patriarche, il a des devoirs et ne peut pas partir comme ça. Notre héros dit donc qu'il va se préparer et faire ses bagages. Alors que Yin se dirige vers la porte, il se souvient avoir entendu dire qu'en plus de Ri, il y a 5 autres phénix, et qu'elles sont toutes censées être d'une beauté incroyable. Alors maintenant, il est excité à l'idée de les rencontrer. Le vieil homme est stupéfait quand il réalise où cela mène. Yin continue en disant qu'il pourrait en rencontrer une et même se marier. Le printemps arrive, après tout. Le vieil homme crie immédiatement qu'ils ont besoin d'une réunion de clans sur le champ, tandis que Yin part d'un pas léger, ravi que son plan ait fonctionné. Plus tard, la scène se déplace sur le fleuve Yangtze, où un grand navire attend. Un homme dit à ses subordonnés d'inspecter soigneusement le navire, puis un homme chauve s'approche et sort une enveloppe de ses vêtements. Il la lui tend, disant que c'est un signe de sa sincérité. C'est suffisant pour que l'homme dise à ses subordonnés de faire vite, puis d'aller prendre leur petit déjeuner. Les 3 hommes partent, et l'homme chauve reste derrière, les saluant poliment. Dans sa tête, cependant, il se moque de ces fonctionnaires si faciles à acheter. Après cela, il descend dans le navire et appelle, disant qu'il a dit à l'équipage de rester à l'écart de la cabine de stockage pour que les invités cachés puissent se reposer. L'homme caché dit qu'il paiera le reste à leur arrivée et le remercie. L'homme chauve remonte, soulagé, disant qu'ils n'ont qu'à passer la forteresse de la baleine noire, et que tout ira bien tant qu'ils paieront le péage. Puis il remarque notre protagoniste et le jeune patriarche montés à bord du navire. Quelques heures plus tard, les voiles sont hissées, et le navire prend enfin le large. Quelqu'un avertit le protagoniste de ne pas défier les pirates, car cela pourrait causer d'énormes pertes. Même si notre héros veut toujours se battre, le jeune homme explique que les ennuis seraient bien plus grands qu'il ne le pense. Si une bataille éclate, tous les pirates de la forteresse pourraient déferler. Pire, ils ont un combattant de niveau monstrueux, quelqu'un qui, dit-on, rivalise avec son grand-père. Son nom est le roi dragon des mers Go-Sejin, le soi-disant monstre des mers. Il frappe la table et prévient que si le protagoniste perd le contrôle et déclenche une guerre, les dégâts seront massifs, donc il doit rester tranquille. Notre héros écoute sans un mot et se contente de fixer son disciple, puis lui donne un coup de poing à la tête. Le jeune homme se plaint que tout résoudre par les poings est horrible, tandis que le protagoniste ne cesse de penser à cet empereur dragon des mers. Pour l'instant, il semble qu'il n'ait vraiment pas d'autre choix que de se taire. Quelques heures plus tard, le navire est en pleine mer. Un homme à l'avant scrute l'horizon jusqu'à ce qu'il repère quelque chose d'étrange et s'écrie. C'est un navire de la forteresse de la baleine noire. Un vaisseau au drapeau noir se dirige vers eux. Tout l'équipage pâlit. Bientôt, les navires se rejoignent, et un énorme pirate monte à bord du vaisseau du protagoniste. Le capitaine chauve le salue en disant que ça fait un bail, vice-chef Goljak, et ordonne instantanément à un subordonné d'apporter l'argent du péage. Le pirate le félicite de gérer les choses sans avoir besoin qu'on lui explique chaque détail. En observant la scène, quelqu'un pense que l'échange semble assez fluide, mais il est étrange que les pirates ne soient toujours pas partis. Le gros homme dit que l'argent règle une affaire, mais qu'il y en a une autre. On lui a ordonné de chercher quelqu'un sur ce navire, puis il se tourne vers le capitaine chauve et lui demande si quelqu'un d'autre est caché à bord. Il sait clairement que cet homme fait parfois monter des criminels en douce sur son bateau. S'il livre simplement la personne, les autres passagers n'auront pas à être dérangés. Le capitaine aime peut-être l'argent, mais il tient encore plus à la vie, alors il avoue que quelqu'un est caché dans la cabine de stockage. Le gros pirate crie qu'il cherche un fugitif et ordonne à tout le monde de s'aligner et de coopérer. Les passagers sont si terrifiés qu'ils ne peuvent que rester là, tremblants. Un pirate remarque le protagoniste qui regarde calmement la mer. Cette attitude désinvolte l'agace, alors il frappe le jeune homme à la tête et lui demande s'il a entendu l'ordre de s'aligner. Sung lance un regard désespéré au protagoniste, le suppliant de ne rien faire d'imprude, mais notre héros fusille déjà le pirate du regard avec une colère ardente. Puis un cri éclate soudainement de la soute, et tout le monde se tourne dans cette direction. Même le pirate a l'air confus en entendant des bruits de pas, et l'homme caché sort de lui-même, vêtu d'élégantes robes noires. Le gros pirate exige de savoir comment il a osé toucher à ces hommes, tandis que l'homme aux cheveux longs dit que se cacher de la secte des mendiants est déjà assez difficile. Il ne s'attendait pas à ce qu'il fasse confiance à de simples pirates pour l'attraper. Ces mots mettent en rage le gros homme,
qui tire son épée et dit qu'il va prendre la tête de l'homme. Il lance une frappe rapide comme l'éclair, mais elle ne fait que s'écraser contre un pilier. Le protagoniste observe et admet que le pirate n'est pas faible, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi ce type n'arrête pas de sauter partout. Puis les gens en dessous remarquent que le pilier endommagé commence à s'effondrer et paniquent à l'idée d'être écrasé. Avant qu'ils ne puissent les atteindre, quelqu'un le tranche nettement en deux. C'est le protagoniste, agacé maintenant que ces gens ont montré leur vrai visage. Après avoir sauvé tout le monde, il atterrit de manière spectaculaire sur le pont, puis il observe le combat chaotique entre le gros pirate et l'homme bien habillé, sans qu'aucun des deux ne réussisse à porter un coup net. Puis il remarque quelque chose d'étrange à travers la déchirure de la manche de l'homme bien habillé, un tatouage de serpent cramoisi. Cela lui rappelle instantanément l'avertissement de son maître concernant un homme dans la prison de l'Alliance orthodoxe Murim portant la même marque. Le nom de cet homme était Wang Dokassan, et il sait où se trouve la deuxième créature mystique dont il a désespérément besoin. Voyant tout cela s'aligner, il pense que le destin est enfin de son côté. Avant qu'il ne puisse intervenir, le jeune patriarche lui crie de ne pas s'en mêler. Ils avaient convenu qu'il n'interviendrait pas, mais notre héros lui coupe la parole et ordonne à son apprenti de protéger tout le monde. Si quelqu'un est blessé, ce sera 2 jours d'entraînement infernal. À l'instant où il entend cela, le jeune patriarche dégaine son épée. Il n'a aucune intention de subir ça. Il observe le pirate et l'homme bien habillé s'affronter, leurs coups envoyant des ondes de choc assez fortes pour blesser les passagers. Ces vagues d'attaque continuent d'arriver, et il sait qu'il ne peut pas toutes les bloquer. Pourtant, il trouve une solution et se concentre pour rendre son épée encore plus rapide. Alors que son esprit s'éclaircit, il retient ses larmes, pensant que le chagrin rend la lame plus tranchante. Face à cette tempête de force qui se précipite sur lui, il balance lentement son épée. L'aura dorée de sa lame frappe les ondes de choc restantes et les dévie. Avec de petits mouvements précis, il protège tout l'équipage du barrage. Un vieil homme remercie son sauveur, puis se demande ce que l'oncle va faire ensuite. C'est alors qu'il se rend compte que le protagoniste a disparu. Alors que le combat fait rage, le capitaine Gros-Jacques met toute sa puissance dans une énorme frappe balayante. L'homme moustachu l'esquive avec aisance. Il repère l'ouverture laissée par cette attaque et lance une contre-attaque destinée à terminer le combat. Mais avant qu'elle n'atteigne sa cible, quelque chose tombe entre eux à une vitesse incroyable. Le protagoniste écarte le bras du pirate et envoie son épée voler. L'entrée soudaine choque tout le monde. Puis il concentre l'aura dans son poing et assène un coup brutal qui plie complètement en deux le pirate de la taille d'une baleine. Gros-Jacques s'écrase sur le pont, probablement hors de combat, tandis que l'homme bien habillé exige de savoir qui est ce type. Ignorant cela, notre ancien outsider lui demande s'il est Kwang Deoxeum, le prenant au dépourvu. La réaction lui indique qu'il a deviné juste, alors il dit qu'il est venu le sauver car il a des questions à lui poser. Puis il se tourne vers les pirates restants. Il leur dit qu'il est occupé avec cet homme, donc ils peuvent partir ou mourir ici. Les 2 pirates encore debout se contentent de le regarder fixement. Confus, le MC fronce les sourcils et demande s'ils ne l'ont pas compris. Mais quand il regarde en arrière, l'homme qu'il était venu sauver a disparu. Il se précipite au bord du navire pour le trouver. Il voit le type déjà dans la mer, s'éloignant à la nage comme un dauphin. En le regardant fuir, notre héros n'arrive pas à croire que cet homme complique autant les choses alors qu'il essaie de l'aider. Avant qu'il ne puisse bouger, Gros-Jacques ordonne à ses hommes de le poursuivre. L'un après l'autre, les pirates plongent dans les eaux comme s'ils sautaient dans une piscine. Voyant ce gros imbécile essayer encore d'attraper l'homme après qu'on lui ait dit de ne pas le faire, le protagoniste appelle son subordonné et lui ordonne de s'occuper de Gros-Jacques. Le pirate au sol panique, ne sachant même pas à qui il parle. Puis vient la menace, si tu rates, c'est une semaine complète d'entraînement infernal. Cela pousse le jeune patriarche à crier qu'il préférerait mourir plutôt que de laisser le gros lard s'échapper, ce qui rend son maître très satisfait. Puis le protagoniste saute dans la mer comme tout le monde. À la seconde où il touche les eaux, il se transforme en garçon requin et fend les vagues à la poursuite de l'homme bien habillé. Gros-Jacques se demande pourquoi il va si loin pour ce type, mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, le jeune patriarche se rapproche. Il dit nonchalamment que son oncle doit être incroyable. Peut-être a-t-il appris les arts aquatiques en essayant de perdre du poids. Le pirate lui demande qui il est, sortant le patriarche de ses pensées et lui rappelant qu'il a une mission à accomplir. Il se rapproche, ce qui amène le pirate à lui demander s'ils se connaissent. Faisant craquer son poing, le patriarche répond que la seule chose qui compte est que ce pirate mérite d'être éliminé. Assez parlé. Il se contente de suivre les ordres et pose une main sur la tête du gros homme pendant que le pirate tremble. Un cri désespéré s'ensuit lorsque le coup porte. De retour dans les eaux, nous retrouvons les pirates poursuivant l'homme bien habillé. Le protagoniste l'a déjà rattrapé, mais un pirate essaie de l'empêcher de s'approcher davantage. Il attaque, et le protagoniste esquive avec aisance. Le pirate au bandana le perd soudainement de vue et se demande où il est passé. Le temps qu'il lève les yeux, il est trop tard. La dernière chose qu'il voit est la semelle des chaussures du protagoniste s'écrasant sur son visage. Utilisant le pirate comme un tremplin, notre héros dit que c'est en fait plutôt amusant. Pendant que l'homme coule, il regarde devant lui et repère quelque chose d'utile. Les pirates sont alignés presque parfaitement pour lui. Il commence donc à marcher sur eux comme sur un pont sur les eaux, pensant que si Dharma a traversé le fleuve jaune sur une feuille, alors il peut traverser le Yangtze sur des têtes de pirates. Quelque temps plus tard,
le capitaine Gros-Jacques dit qu'ils l'ont enfin compris. C'est le navire principal du fort de la Baleine Noire, ce qui signifie qu'ils peuvent tout aussi bien être morts. Il n'a pas le temps de finir car le protagoniste lui écrase un coup de poing au visage. Le pirate tombe lourdement sur le pont. Notre héros dit à son fils qu'ils ont rencontré un problème. Le patriarche dit qu'il l'avait déjà prévenu, mais le protagoniste leur dit simplement d'en profiter. Puis les deux se dirigent vers le navire qui approche. Quelques heures plus tard, le soleil se couche, le navire est en ruine, et des pirates flottent partout sur la mer. Un homme au visage balafré observe Léo de loin et repère le bateau sur lequel se trouvait le protagoniste. De ce côté, le gros pirate avance, ce qui amène l'homme balafré à se demander ce que fait cet idiot et pourquoi il vient par ici. Puis un autre pirate arrive à la nage, en appelant le chef. L'homme au visage balafré lui demande s'il a des fusées éclairantes. L'autre pirate hésite, disant que cela pourrait être dangereux si le chef du fort de la Baleine Noire apprenait qu'ils ont accepté cette mission de leur propre chef. Leur chef lui dit d'arrêter de se plaindre et de la tirer. La fierté du fort de la Baleine Noire a été bafouée. Une petite réprimande du chef n'a plus d'importance maintenant. Alors que la fusée est levée, le pirate pense qu'une fois tiré, cette personne viendra. Celui que tout le monde craint, le roi dragon des eaux, un monstre que les combattants orthodoxes et non orthodoxes évitent. Ailleurs, un vieil homme est assis à un bureau, en train d'écrire. Soudain, quelqu'un entre en trombe, criant qu'une fusée rouge a été tirée près du fleuve Yangtze. Le vieil homme sursaute. Nous apprenons maintenant qu'il s'agit de Jagel Chambon, le grand stratège de l'Alliance orthodoxe du Murim. Le rapport indique que la fusée a été tirée il y a environ 2 heures, et de nombreux pirates exigent maintenant l'ouverture des portes du fleuve. Il sait que seuls les pirates utilisent des fusées rouges, alors il se demande qui les a forcés à le faire. Il demande à son subordonné s'ils savent pourquoi elle a été tirée, mais le messager n'a pas de réponse. Cela rend le commandant furieux. 2 heures ont passé, et ils ne savent toujours pas qui a causé cela. Si quelqu'un est assez fort pour se faire des ennemis des pirates, il devrait être recruté. Il ordonne à l'escadron de l'Alliance Céleste de se mobiliser immédiatement et de se rendre à l'entrée du canal ouest pour gérer la protestation. Ils ne peuvent pas laisser les pirates prendre le canal des Harouans, la route menant à l'Alliance orthodoxe du Murim. Quand il demande où la fusée a été tirée, il apprend que c'était près de la province des Anhui. Cela le choque car c'est là que se trouve la forteresse de la Baleine Noire. Il exige immédiatement de savoir où se trouve le roi dragon des eaux. On lui dit que les derniers rapports le situent quelque part près de la préfecture de Jagel. Comme cette zone est proche de l'endroit où la fusée a été vue, il l'a probablement déjà remarqué. En entendant cela, l'aîné demande rapidement où se trouve le membre le plus haut gradé, le petit dragon mendiant venu pour l'examen d'entrée. Ailleurs, tard dans la nuit, quelqu'un grogne d'être dérangé à cette heure. On lui a déjà parlé de la fusée rouge, mais il demande quand même pourquoi quelqu'un viendrait pour ça. Cet homme est le petit dragon mendiant de la secte des mendiants. Il essaie immédiatement de réveiller son ami endormi. L'homme ne fait que grogner et repousse sa main, ce qui le fait se plaindre que ce type poilu empeste l'alcool et doit arrêter de boire autant. Agacé que son ami ne se réveille toujours pas, il lui crie dessus. Le joli garçon ouvre enfin les yeux, jurant et demandant pourquoi on l'a tiré du sommeil au milieu de la nuit. Le dragon mendiant explique que son oncle aîné l'a convoqué quelque part, et que le type poilu ira ailleurs demain. Même alors, l'ivrogne demande ce que cela a à voir avec lui, ce qui agace le dragon mendiant car ils seront séparés pendant un certain temps, mais l'autre type lui dit juste de ficher le camp. Encore étourdi par l'alcool, il baisse la tête et se remet à ronfler, laissant le dragon mendiant penser qu'il a vraiment mal choisi ses amis. Pourtant, il n'y a pas de temps pour ça, alors il dénoue la corde à sa taille. Il donne la corde au messager et lui dit de trouver les mendiants près du puits et de leur faire fouiller les eaux du nord. Après le départ du messager, le type poilu reste à terre un moment, puis marmonne qu'il se sent assez bien pour se lever maintenant, et que le roi dragon des eaux est probablement mêlé à ça. Il s'en soucie donc vraiment car il ne veut pas que ce chevalier mendiant soit blessé. Ailleurs sur le fleuve, un homme en blanc est transporté sur un petit bateau. Puis nous revenons au combat, que le protagoniste a laissé derrière lui. L'équipage reste blotti sur le cargo, manifestement nerveux. Pendant ce temps, le jeune patriarche achève le dernier pirate qui attaquait encore. Après avoir terrassé un autre pirate, il regarde devant lui et se demande ce que fait son oncle. Son oncle est toujours en train de marteler le visage d'un pirate avec de lourds coups de poing, puis il le met KO sans bouger. À ce moment-là, un bruit lui fait réaliser que la situation est devenue incontrôlable. Peu importe combien il en abat, d'autres pirates continuent d'arriver. Il crie à Gros-Jacques de continuer. Ils n'ont pas le temps de rester ici. Le pirate sous lui acquiesce immédiatement. Il demande à la baleine s'il y a un endroit où jeter l'ancre à proximité et obtient un oui réticent. Mais soudain, quelqu'un vole au-dessus du bateau du protagoniste. Il le sent et lève les yeux, seulement pour voir un homme tomber du ciel, le laissant penser, c'est quoi ce bordel? L'homme s'écrase sur le bateau comme un météore et crie pour que tout le monde entende à propos de la route du fleuve Yangtze. Il se présente comme le petit dragon mendiant de la secte des mendiants et prévient que l'alliance du nouveau Murim protégera tout le monde ici, et qu'il devrait donc reculer. En le regardant sermonner tout le monde, le protagoniste se demande qui est ce type, puis un souvenir de son passé et de son maître lui revient, et il réalise que l'homme en face de lui est cette même personne, mais en plus jeune. Soudain, un ordre retentissant crie à tous les bateaux de s'arrêter.
Le protagoniste se demande si cet ivrogne a vraiment réussi. Un homme ordonne à tous les disciples du Yangtze de saluer le commandant en chef, et un immense cri de respect s'élève de chaque bateau. Maintenant, le protagoniste comprend de qui il parle et regarde rapidement. Un homme aux cheveux blancs s'approche lentement sur un petit bateau porté par un serviteur costaud, laissant le protagoniste et le petit dragon mendiant stupéfaits. Cet homme est le roi dragon des eaux. Le protagoniste réalise rapidement à quel point ils sont proches. Il dit à Gros Jacques de virer de bord immédiatement, car c'est l'une des plus grandes figures de la secte non orthodoxe, et il pourrait lui rentrer dedans. Tout l'équipage s'efforce de faire tourner le navire. Même ainsi, l'écart est si petit qu'une collision semble toujours imminente. Le protagoniste voit qu'ils sont sur le point de se percuter, mais l'homme reste calme et tend simplement la main. D'un simple contact, il déchaîne une onde de choc qui repousse le bateau et change sa trajectoire. Quand les deux hommes atterrissent sur le navire du protagoniste, ils réalisent que le bateau a été arrêté par la pure puissance seule et se demandent à quel point ce type est vraiment fort. Le roi dragon des eaux se présente ainsi que son serviteur, balayant le groupe d'un regard froid. Le petit dragon mendiant s'incline rapidement devant le souverain du fleuve, et le jeune patriarche suit son exemple. Il présente également ses respects. Puis l'homme à côté du roi dragon des eaux bouge soudainement, et le protagoniste sent immédiatement le danger. L'instant d'après, le grand homme a attrapé quelqu'un par le col et le soulève dans les airs, mais ce n'est pas ce qui attire l'attention du roi dragon des eaux. Ce qui compte, c'est qu'un gamin de même pas 20 ans a remarqué le mouvement de son subordonné en pleine amplification d'énergie. Ce n'est qu'alors que nous voyons celui qui est étranglé et qui suffoque. Pour éviter que les choses n'empirent, le protagoniste prend la parole. Il demande pourquoi quelqu'un d'aussi important menace des enfants et prévient que cela pourrait ternir sa réputation. L'aîné comprend le message et dit qu'il ne peut pas laisser cela arriver. Il rappelle son homme, et le subordonné laisse tomber le mendiant sur le pont comme une poupée de chiffon. Puis l'aîné libère son aura et demande si c'est maintenant le moment d'entendre l'explication du protagoniste. Cela le laisse inquiet et frustré. S'il avait eu un peu plus de temps, ils auraient pu atteindre l'alliance orthodoxe. Il n'arrive pas à croire qu'un monstre comme celui-ci soit apparu maintenant. S'il le met en colère, il pourrait rencontrer Hadès bien plus tôt que prévu. Il explique donc qu'il voyageait simplement en bateau lorsque des pirates ont attaqué et menacé les gens du peuple. L'aîné lui demande s'il est intervenu comme un chevalier pour les protéger. Mais l'aura de l'aîné continue de monter, et le protagoniste peut dire qu'il ne gobe pas entièrement l'histoire, alors il se met à réfléchir vite. Puis une idée lui vient. Il donne le nom de son clan et dit que l'aîné ne le connaîtrait probablement pas car ils ne sont pas liés aux Murim. Au lieu de cela, c'est une famille avec une grande influence au sein du gouvernement. Son père était conseiller impérial et sert toujours à Nankin, s'occupant des petits-fils de l'empereur. Il dit tout cela parce que son maître lui a appris que si l'on veut avoir le dessus dans une joute verbale, il faut étaler des relations puissantes, et si l'on n'a pas, mentir sans hésitation. Mais l'aîné se fiche d'où il vient ou de qui est son père. Cela fait réaliser au protagoniste que les ruses de son maître ne fonctionnent pas toujours. Le roi dragon des eaux dit qu'il est né pirate et qu'il mourra pirate, et qu'il se fiche que le Murim ou le gouvernement le tue. Cette réponse met le protagoniste sur ses gardes, car il doit protéger Nangong Song et son maître, ainsi que le dandy qu'il a battu et ligoté. Mais que peut-il faire contre deux monstres qu'il n'a même pas pu égratigner, sans même compter le garde du corps? Puis il se souvient d'une autre leçon du conseiller céleste. Les négociations ont deux règles clés. Utilisez ce que votre ennemi craint pour l'ébranler, ou ce qu'il aime pour le convaincre. Alors il demande à l'homme d'écouter attentivement et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Essayant de s'en sortir vivant, il dit que révéler son identité n'a jamais été une menace. Ce qu'il veut vraiment, c'est la pitié, et que l'aîné oublie les dizaines de navires qu'il a coulés. Pour ce faire, il propose une compensation, se disant qu'un pirate ne détestera pas cette idée. L'aîné devient intéressé et lui demande s'il propose de l'argent. Le protagoniste insiste et demande combien il veut, mais cela ne fait que faire sourire l'homme puis éclater d'un grand rire. Le protagoniste ne peut que penser que le vieil homme a perdu la tête, comme s'il venait de gagner à la loterie. Peu après, l'aîné s'approche et dit qu'il l'aime bien. Cela fait reculer le héros sous le choc. Le vieil homme lui dit de lever les yeux vers la lune et vers les gens qui regardent d'en-haut. Tous ces hommes portant des épées appartiennent à l'alliance orthodoxe du Murim. Puis il demande si le protagoniste sait pourquoi aucun d'eux ne bouge, le laissant confus car la réponse semble évidente. Le vieil homme dit qu'ils parlent de justice ou de chevalerie, au final, ils ne font que peser ce qui leur profite. Alors si même les sectes orthodoxes agissent ainsi, pourquoi le protagoniste est-il prêt à dépenser de l'argent pour sauver tout le monde? Il hésite, car il est impossible que cet homme croie que sa vraie raison est d'arrêter le serviteur du chaos et de sauver le monde. Alors que le vieil homme l'étudie, il commence à cerner sa personnalité, bien qu'il ne puisse pas encore deviner à quel point il pourrait devenir fort. Pourtant, il ne peut pas faire de mouvement imprudent contre quelqu'un qui n'a rien à perdre, il n'y a donc qu'un seul choix, le tester lui-même. Il appelle le garçon et dit que certaines choses en ce monde ne peuvent pas être réglées avec de l'argent. Aussitôt, le garde du corps sort son arme, ce qui surprend le petit dragon mendiant. Le protagoniste fonce aussitôt en criant que le vieil homme est fou. Mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, l'attaque est déjà en cours. Puis il se rend compte que le coup visait le petit dragon mendiant, alors il le bloque lui-même. Le mendiant se fiche de stupeur tandis que le protagoniste lui hurle de fuir. Le petit dragon mendiant saisit sa chance et saute du navire,
laissant le protagoniste seul. Mais sa force n'est toujours pas suffisante, et un coup violent s'abat sur sa poitrine. Il reste debout par pure volonté, pensant que cela doit se terminer en un seul coup. Son ennemi est un maître martial utilisant une énergie renforcée, et si le combat s'éternise, il perdra à coup sûr. Il concentre donc tout en une seule attaque, utilisant l'énergie la plus pure qu'il possède. L'énergie spirituelle est bien plus puissante que l'énergie interne stockée dans le noyau. Mais quand l'homme voit ça, il se contente de sourire. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi jusqu'à ce que le vieil homme l'attaque par derrière. Il s'écrase au sol, luttant pour rester conscient, mais à la fin, il perd connaissance, piégé entre ces deux monstres. Avant de s'évanouir, il pense à comment l'un des grands noms du monde non orthodoxe peut se battre si lâchement, traitant le vieil homme de scélérat, tandis que l'aîné se contente de sourire. Puis la vision du protagoniste s'estompe. Le jeune patriarche crie pour appeler son oncle, mais le roi dragon des eaux l'avertit de ne rien faire d'insensé. Sung ressent une pression écrasante rien qu'en croisant son regard, pourtant son oncle a risqué sa vie pour sauver tout le monde. Il ne peut pas se permettre de rester figé dans une peur pathétique, alors il lève son épée, sachant qu'il doit le sauver. Le vieil homme est impressionné de voir le garçon continuer à avancer avec tout son courage et remarque l'énergie d'épée renforcée autour de sa lame. Elle est faible et incomplète, mais c'est définitivement de l'énergie d'épée renforcée. Maintenant, le vieil homme se demande d'où continue de sortir ces gens. L'un a riposté contre lui, et l'autre s'est libéré de son confinement énergétique. Pourtant, il peut voir que le garçon n'est pas en bonne forme. Sa nature démoniaque semble lui avoir obscurci l'esprit. Le vieil homme laisse échapper un petit rire et demande s'il est un descendant de Chansin. Mais le jeune patriarche ignore complètement la question et charge avec force. Alors qu'il s'apprête à donner un coup de pied, le vieil homme dit qu'il ne peut pas le tuer avant de le voir devenir adulte. Le coup de pied ne vise pas du tout le jeune patriarche. Il s'écrase sur le pont. La force est si énorme qu'elle envoie des vagues déferler autour du navire. Quelque temps plus tard, dans une forêt, notre héros sent une bonne odeur de nourriture et se réveille de son profond sommeil. Il aperçoit un bol de viande tandis que le garde du corps du roi dragon des eaux le regarde manger. Confus, il hésite jusqu'à ce que quelqu'un lui dise de manger. Jun sent la chasser et cuisiner lui-même. Il réalise alors qu'il est dans les bois avec le roi dragon des eaux, son garde et le pirate. Le vieil homme dit qu'un garçon en pleine croissance devrait manger de la viande et boire du vin, mais notre héros ne se soucie que de Sung et de son maître. La colère monte alors qu'il exige de savoir ce qui est arrivé aux autres. Avant qu'il ne puisse agir, le vieil homme dit qu'il les a épargnés et envoyés à l'alliance orthodoxe du Murim. Il ajoute que le garçon du clan Nangong n'a été que légèrement blessé et ira bien à son réveil. Même s'il n'est pas proche de Chansin, il ne détruira pas une jeune pousse. En entendant cela, notre héros est soulagé que son disciple soit en sécurité. Mais juste après, sa faim le frappe, et le vieil homme lui rappelle qu'il l'avait déjà prévenu. Il prend un morceau de viande, se demandant s'il est empoisonné, puis Sen moque et admet que c'est délicieux. C'est alors qu'il remarque le vieil homme qui le fixe pendant qu'il mange, lui disant de continuer avec un sourire malicieux, comme s'il préparait quelque chose. La scène passe ensuite à une salle médicale où quelqu'un dit que c'est le dernier. De minuscules aiguilles d'acupuncture sont placées dans le corps d'un homme. Une fois terminé, le vieil homme se détend tandis que le jeune homme est allongé, couvert d'aiguilles. L'aîné dit que le roi dragon des eaux était étrangement gentil, ce qui rend perplexe le petit dragon mendiant. Le vieil homme dit que même en tant que représentant des mendiants, il reste un idiot. Sans l'aide du dragon des eaux, il aurait eu une déviation d'énergie et serait devenu infirme. Le docteur dit qu'il n'a pas seulement supprimé l'énergie démoniaque. Il a également ouvert les méridiens du garçon. Cela laisse le mendiant se demandant pourquoi il ferait ça. Mais le vieil homme part envoyer une lettre, disant qu'il doit calmer la colère du roi de l'épée maintenant que la nouvelle est sortie. Resté seul, le dragon mendiant repense au moment où le jeune patriarche a chargé le roi dragon des eaux sans peur. Juste au moment où il a levé son pied et y a versé de l'énergie, il a fracassé le pont avant que le jeune patriarche ne puisse l'atteindre. Pendant un instant, on aurait dit que ses yeux étaient revenus à la normale. Et puis d'une voix froide, le vieil homme a ordonné à tout le monde de partir. Il parlait des membres de l'Alliance du Murim qui ne pouvaient que regarder pendant que lui et son subordonné ramenaient le protagoniste sur le navire. Le seul resté derrière était le mendiant essayant d'aider le jeune patriarche. De retour au présent, il se demande ce qui s'est réellement passé là-bas et pourquoi Monsieur Yu a été emmené. De retour dans la forêt, les trois pirates sont assis près du feu avec notre héros, et le garde du corps lui offre un autre morceau de viande. En regardant ce visage doux, notre héros n'arrive pas à croire que c'est le même homme qui semblait être un tigre au combat. Et ce n'est pas seulement lui. L'autre ressemblait à un monstre avant, mais maintenant il a juste l'air d'un vieil ivrogne du coin, ce qui amène notre héros à se demander comment une personne peut paraître si différente. Le vieil homme offre alors du vin au garçon et lui demande quel âge il a. Il lui prend d'abord une gorgée, puis répond qu'il a 17 ans. Cela choque le vieil homme. Il est si doué avant même d'avoir 20 ans. Puis il lui demande qui lui a enseigné, ce qui rend immédiatement notre héros méfiant. Le vieil homme insiste à nouveau, voulant connaître son professeur. Alors le protagoniste dit qu'il a appris de son beau-frère du clan d'âme dans le Hubei. Le roi dragon des eaux dit que cela fait partie de la région militaire, donc il connaît bien ses arts martiaux. Leur style est simple et puissant. Rien à voir avec les mouvements fluides et précis du protagoniste ou ce pouvoir étrange qu'il a utilisé sur le subordonné,
qui ne ressemblait pas à de l'énergie normale. Au contraire, elle semblait beaucoup plus pure. Notre héros est surpris qu'il ait remarqué ce que même le roi de l'épée n'avait pas vu. Il demande pourquoi le vieil homme s'en soucie autant. Le vieil homme répond que, bien sûr, il est curieux. Il n'a jamais vu personne utiliser une énergie aussi étrange. Et si le garçon n'a appris que de son beau-frère, alors il n'a pas de véritable maître au Murim. Cela lui plaît. Alors que le protagoniste sait qu'il ne peut pas mentionner les 6 saints orthodoxes, le roi dragon des eaux le désigne et dit qu'il le veut comme disciple. La demande le choque. Le vieil homme ajoute qu'il avait prévu de lui faire payer les ennuis qu'il a causés, mais qu'il lui pardonnera s'il devient son élève. Les pensées de Yin tourbillonnent. Il est censé devenir le héros qui sauvera le Murim, donc devenir le disciple d'un pirate n'a aucun sens. Le vieil homme agit comme si c'était déjà décidé, mais le protagoniste demande rapidement une minute. Cela ne fait qu'irriter davantage le roi dragon des eaux, qui lui demande ce que cela signifie. Le protagoniste explique que son père est un érudit respecté et un ancien conseiller impérial, et qu'il ne peut donc pas devenir le disciple d'un pirate. Il continue d'énumérer les raisons de son refus, tandis que le vieil homme écoute en silence. Puis l'homme demande si une bonne raclée l'aiderait à changer Davis et à devenir obéissant. Cette aura terrifiante s'abat sur le protagoniste et le paralyse de peur. Le vieil homme continue, disant que les pirates ont besoin d'un talent naturel, insinuant que le garçon est né pour ça. Secoué, notre héros ne voit aucune issue. Alors que le vieil homme retrousse ses manches, il dit que le garçon réfléchit trop et que ses pensées doivent être matées. Bientôt, des grognements et des claquements résonnent dans la forêt. Quelques heures plus tard, le feu est éteint et le protagoniste meurtri s'agenouille devant le vieil homme. Lorsqu'on lui demande s'il a décidé, il supplie obstinément pour avoir un peu plus de temps. Mais alors que la raclée est sur le point de recommencer, il lâche qu'il deviendra son disciple. Dans son esprit, peu importe si c'est ce qu'il faut faire, il le fera. Sachant qu'il ne peut pas perdre de temps, il demande que ce soit temporaire car il doit trouver Wang Do Axeum et atteindre l'alliance orthodoxe du Murim. Il a besoin d'informations sur la deuxième créature, et Wang Do Axeum est la clé. Pour ce faire, il doit se rendre à l'alliance le plus vite possible. Même avec un œil enflé et fermé, il se ressaisit et va de l'avant. Il dit à son nouveau maître que personne ne doit savoir qu'il est devenu son disciple. Si cela se produit, il sera comme une grenouille coincée à ne regarder que le fleuve Yangtze. Il dit qu'il veut en apprendre davantage, transformer ce fleuve en mer, puis en monde entier, une réponse qui impressionne même le vieil homme. Néanmoins, il prévient que si le garçon ment, il l'effacera ainsi que tout ce qui lui est lié. Puis il appelle son subordonné et lui ordonne de dire au pirate que Yoyin est le nouveau jeune maître du fleuve, mais de garder le secret. Avec un regard dur, il prévient que si la nouvelle fuite, ils seront sévèrement punis. Plus tard, le protagoniste part dans une petite barque, saluant les pirates d'un rire soulagé. Même en pleurant, il se dit que cette humiliation faisait partie de son plan minutieux et que les pirates du fleuve sont maintenant essentiellement ses pions. Une fois qu'il aura l'élixir et la créature mystique, il échappera à l'emprise de ce vieil homme. Pendant ce temps, le roi dragon des eaux est assis sur un rocher, buvant calmement. Il profite du calme un instant, mais cela ne dure pas. Quelqu'un crie soudain que le démon des eaux est un salaud. C'est Chang Sun, furieux, qui fait irruption. Il a entendu dire que le roi dragon des eaux a laissé son fils blessé et inconscient, et le vieil homme demande de quoi il parle. Puis il réalise que Chang Sun parle du jeune homme du navire et dit qu'il ne l'a appris que plus tard. Le vieil homme ajoute qu'il a aussi entendu dire que le pirate a ouvert les méridiens de son fils, ce qui surprend le roi dragon des eaux, mais il s'agace rapidement, se demandant pourquoi Chang Sun est enragé au lieu de le remercier. Chang Sun exige qu'il lui remette le protagoniste et jure qu'il transformera le fleuve en une mer de sang si un seul cheveu du garçon est touché. Cela fait penser au pirate que Chang Sun doit être le maître du garçon, et le vieil homme dit qu'il pourrait vraiment avoir ce genre de lien. Mais cette réaction étrange ne fait que convaincre le roi dragon des eaux que Chang Sun n'est pas du tout le maître du protagoniste. Puisque le garçon est maintenant son disciple, il se demande quoi faire s'il ne peut pas le lui rendre. Ces mots enragent le patriarche qui commence à rassembler son pouvoir et maudit le pirate. Il charge immédiatement et frappe pour le trancher, mais ne fait que couper ses vêtements. Le roi dragon des eaux explose, le traitant de piètre épéiste. Il saute en arrière sur un morceau de bois dans le fleuve, disant que ce coup l'aurait tué s'il l'avait touché. Puis il crie, demandant si le vieil homme essayait vraiment de le tuer. Le patriarche rétorque qu'il n'est pas venu ici pour jouer et dit qu'il le renverra chez lui avec sa sale tête. Entendant cette insulte, le roi pirate devient vraiment furieux et commence à rassembler son pouvoir, le défiant en duel pour voir qui gagnera. Juste au moment où ces deux bêtes sont sur le point de s'affronter, le serviteur du roi dragon des eaux apparaît, portant un sanglier qu'il a chassé lui-même. Il s'arrête, curieux de ce qu'il voit. Le vieil homme demande soudain ce qu'ils foutent. Il leur dit d'arrêter. Kien est déjà parti il y a un moment et devrait être à destination maintenant. Le pirate saute de nouveau sur la terre ferme et dit qu'il dit la vérité. Le patriarche sait que même s'il est un pirate, cet homme ne ment généralement pas. Il abaisse donc son épée et le remercie d'avoir sauvé son fils, et le vieil homme grogne qu'il aurait pu le dire bien plus tôt. Le pirate appelle alors son subordonné. L'homme lui lance la vieille bouteille d'alcool. L'attrapant nettement, il offre au patriarche un verre avant de partir, espérant apaiser les choses. Le vieil homme accepte, pensant que tout ira bien tant que Yin est en sécurité, mais Yin est loin d'être en sécurité.
2 épées sont pointées droit sur lui. Toute une flotte et une foule l'ont encerclé, alors il dit que tout cela semble être un malentendu. Ils répondent que seule l'alliance du Murim peut éclaircir ce malentendu. Cela ne dérange pas Yin. Il devait y aller de toute façon, alors il joue le jeu pour le moment. Peu de temps après, les portes du fleuve s'ouvrent. Il est emmené en ville en calèche. Yin se penche par la fenêtre pour regarder autour de lui. La ville est immense et dense comme une forêt de bâtiments. Il ne peut cacher son admiration. L'homme à côté de lui se souvient avoir entendu dire que ce garçon a vaincu les bandits de la montagne seul et a même combattu des pirates. Pourtant, en ce moment, il ressemble juste à un enfant innocent. Pendant ce temps, Yin voit beaucoup plus grand. S'il arrête le chaos à venir, il pourrait devenir un héros, revendiquer le clan YO comme son propre atout, et même s'élever pour diriger l'alliance orthodoxe du Murim. Ce serait le plan de retraite parfait, mais d'abord, il doit trouver l'homme bien habillé. Ils atteignent bientôt le palais de l'Alliance et on leur dit que c'est le bureau du conseiller militaire. Mais lorsqu'il arrive à l'étage du conseiller et ouvre la porte, l'escorte est choquée par ce qu'elle voit. Il tombe instantanément à genoux, se présentant comme le vice-capitaine de l'escadron du Dragon Céleste et présentant ses respects au chef de l'Alliance. Derrière le conseiller se tient un homme en blanc qui salue Yin en premier. Yin, cependant, reste étonnamment calme devant lui. Quand l'homme se retourne, l'aîné barbu lui demande s'il est YO Yin, et nous apprenons que c'est Liak Sung, le maréchal blanc. Yin peut sentir que même sa voix douce est écrasante. Ce n'est pas une intention meurtrière, juste le poids de quelqu'un de vraiment assez puissant pour glacer les gens sur place. Il se souvient que son maître disait que si cet homme avait été en vie et avait combattu en première ligne, ils auraient peut-être arrêté le serviteur du chaos. Après avoir entendu le garçon se présenter correctement, le vieil homme réalise que Yin n'a que 17 ans et est déjà absurdement doué. Ses yeux vifs et flamboyants lui rappellent un dragon, le rendant encore plus certain que Yin a rencontré le roi dragon des eaux. Face à ces deux-là, Yin sait que l'un est le maître de son maître, et l'autre est le chef de l'Alliance. Même son maître est respecté. Il a été jeté dans la fosse au lion, alors il se ressaisit. Le conseiller demande si c'est lui qui a causé les ennuis sur le Yanz. Yin répond que son père est le conseiller impérial, donc il ne pouvait pas faire semblant d'ignorer les gens qui souffraient à cause des pirates. Ça semble assez crédible, comme s'il avait agi par justice. Mais le vieil homme s'interroge toujours sur l'homme d'âge mûr qui l'accompagnait. Quand Yin fait semblant d'être confus, l'interrogatoire continue. Le conseiller précise qu'il parle de l'homme bien habillé qui se battait contre un pirate avant que Yin n'intervienne. Yin réalise qu'il parle de Wang Diaxan. Il est sûr que l'homme a déjà été interrogé, mais il n'a probablement pas dit ce que Yin cherchait vraiment. Donc, tout ce dont Yin a besoin, c'est d'une bonne excuse pour s'être jeté dans ce combat. Mais l'un d'eux se met soudainement à frapper, et le chef de la secte remarque que l'attaque vise la femme. Il réagit sur le champ et s'interpose également. En même temps, il attrape Yin, et l'autre homme lui demande ce qu'il croit faire. Tel un vrai philosophe, il dit que c'était sa réponse. Le corps de Yin a bougé de lui-même pour protéger quelqu'un. Le vieil homme semble satisfait de cela, et Yin sait que sa comédie fonctionne. Il demande ce qui est arrivé à l'homme, mais le conseiller le repousse. Pourquoi se soucier autant de quelqu'un avec qui il n'a prétendument aucun lien, surtout après l'avoir traité si durement? Yin frappe soudainement du poing sur la table et dit qu'il est en colère parce que des innocents ont failli être mis en danger à cause de cet homme. Bien sûr, tout cela n'est qu'une comédie, et ils sont probablement sur le point de la gober. Le vieil homme dit que l'homme est en prison, interrogé sur ce qui s'est passé, puis demande si Yin veut le voir. Yin sent instantanément un piège. La proposition a été faite bien trop facilement. Ils essaient probablement de découvrir pourquoi il a sauvé cet homme en observant ses réactions pendant l'interrogatoire. Pourtant, avec un sourire malin intérieur, il fait semblant de mordre à l'hameçon car il doit savoir où se trouve l'escargot de mer millénaire. Alors il dit qu'il serait ravi de le rencontrer, surtout après que cet homme a mis les autres en danger juste pour se sauver. L'ancien étudie la réponse de Yin, toujours pas entièrement convaincu. Malgré tout, il dit qu'il préviendra d'abord le chef des gardes tout en se demandant combien de temps ce garçon pourra tenir sa comédie. Alors que Yin s'apprête à partir, l'homme demande pourquoi le roi dragon des eaux l'a laissé partir. Yin dit que le pirate a choisi de réparer les dégâts en payant pour les navires coulés et le traitement des blessés. Le vieil homme demande immédiatement s'il les prend pour des idiots. En toute logique, le pirate aurait dû le tuer. Yin leur dit d'un ton moqueur de demander aux pirates eux-mêmes. Il a été libéré après avoir promis une compensation, c'est aussi simple que ça. Un instant, l'ancien a l'air agacé par ce gamin, mais ils ne peuvent pas le retenir plus longtemps, car cet imbécile qui adore son fils causerait sûrement des problèmes. La conversation tendue se termine donc, et Yin est libéré. Le messager se tourne alors vers le chef et demande quelle part de l'histoire de Yin il devrait croire. La réponse? Rien du tout. Mais ce garçon est vraiment intéressant. Regardant par la fenêtre, le chef dit que le noyau d'énergie de l'enfant est vide, ce qui amène l'autre homme à se demander si Yin cache son pouvoir. Mais le chef dit que non. Il n'a vraiment rien à cet endroit. Il l'a réalisé en arrêtant l'attaque de Yin, ce qui l'a convaincu que le garçon utilise un nouveau type de cultivation. Après tout, le roi épée et le roi dragon des eaux ne s'intéresseraient pas à lui sans raison. Il dit ensuite qu'ils devraient garder Yin de leur côté car cet enfant pourrait les aider dans leur projet. Le conseiller commence à dérouler le parchemin rouge qu'il tient dans ses mains. Il explique qu'il essaie de rassembler les dragons cachés de chaque région en une seule escouade, mais que les progrès sont lents.
Ces dragons cachés sont soit les futurs chefs de leur secte, soit le cœur de la force de chaque faction, donc ils ne sont pas faciles à recruter. Le vieil homme mentionne qu'il a vu le corps de Sung atteindre un autre niveau, grâce au roi dragon des eaux. Puis il suggère de présenter Yoyin au monde, un jeune artiste martial qui a combattu seul la forteresse de la baleine noire et en est revenu vivant. Il vient d'un clan respecté et est beau par-dessus le marché, en gros, le jeune prodige parfait. Il pourrait même faire courir la rumeur que Nam Duong, qui a voyagé avec lui, a également atteint un haut niveau. Mais le vieil homme dit que ce n'est qu'une suggestion, et que le reste dépend du conseiller. Après en avoir fini avec les anciens, Yin se dirige ailleurs. Regardant quelqu'un là-bas, il claque de la langue et trouve ça pathétique. C'est le jeune Sung, enveloppé comme une momie et pleurant son oncle. Puis le petit mendiant apparaît et demande si Yin rejoint l'équipe des dragons cachés. Yin remarque aussi que Monsieur Yu est là. Voyant le respect que l'homme lui témoigne maintenant, Yin sait que c'est l'occasion parfaite d'en faire son serviteur. Le problème, c'est qu'il ne peut pas commencer à le tabasser, et il en va de même pour le reste de ses maîtres. Puis il entend le mendiant mentionner une liste, disant que Sadak et Maria y figurent aussi. Yin arrache instantanément le papier tandis que le garçon proteste qu'il ne devrait pas le lire. L'équipe des dragons cachés est censée rester secrète. Mais une fois que Yin vérifie la liste, il voit que tous ses maîtres y sont. Il y a Chonsu du clan Tang qui s'entraîne en se laissant mordre par des serpents. Huayin Heo de Wudang peut tenir une jarre pleine en équilibre sur la pointe de son épée sans en renverser une goutte. Huayin Gang de Shaolin médite sous une cascade. Et Jegal Muri, le stratège céleste, dit que le ciel est d'une beauté effrayante aujourd'hui. En voyant tous ces noms, Yin commence à vouloir rassembler chacun de ses maîtres et les diriger lui-même. Il admet qu'il ne peut s'empêcher d'être excité à l'idée de revoir tout le monde, laissant le mendiant se demander pourquoi il a soudainement des frissons. Bientôt, il est clair que Yin prévoit de rejoindre aussi le groupe des dragons cachés. L'histoire se déplace ensuite vers un grand manoir qui semble appartenir à un noble. À l'intérieur, un homme serre un livre, ravi que son trésor soit enfin revenu. Il dit avec enthousiasme qu'il a écrit ce livre lui-même pour ses enfants et a même mis leur nom sur la couverture. Puis il demande pourquoi le jeune homme pleure alors que ce devrait être un moment si heureux. L'homme moustachu dit qu'il est juste submergé par l'émotion d'avoir récupéré le livre, et l'autre répond que, bien sûr, il l'est. Il avait l'habitude de le lire à ses enfants tout le temps. Il semble que l'homme doutait de l'histoire du premier jeune maître au début, mais il est maintenant clair que ce livre était vraiment le trésor que son père voulait. Le jeune homme explique que le livre est le trésor du chef de la secte du roi de la médecine. En le tenant, il se demande si ce simple livre est vraiment le trésor. La réponse ne se fait pas attendre. Ce sont les chroniques du lapin lunaire. Il contient peut-être des souvenirs pour lui et son père, mais il doute qu'il cache quoi que ce soit d'important. Pourtant, l'homme dit qu'une fois qu'il l'aura lu, le code aura un sens de par la façon dont il est écrit. Il peut même l'apporter au chef de la secte pour confirmer s'il est authentique. Alors qu'il s'apprête à partir, l'homme aux cheveux longs les arrête. Il dit que si ce livre est le trésor du chef de la secte, il ne peut imaginer quelque chose qu'il chérit davantage. Puis son jeune frère fait remarquer qu'il y a quelque chose d'écrit au dos. On revient au vieil homme qui dit que voir ses enfants lui sourire en retour est ce qui le rend vraiment heureux. Tout comme l'a dit le jeune maître, il n'y a pas de plus grand trésor que cela puisque le jeune maître a tenu sa promesse. Maintenant, c'est à leur tour de tenir la leur. Ce qu'il a demandé, c'était le jeune scarabée venimeux enfermé dans la chambre de pierre souterraine. En étudiant les livres, le jeune frère se demandait sans cesse pourquoi il le voulait, très probablement pour rassembler les trois mots. L'autre n'est pas certain, mais connaissant qui il est, il en a peut-être déjà deux. Les trois mots sont la vipère à 6 crêtes, l'herbe ville mystique et le jeune scarabée venimeux. Puisque le premier jeune maître n'a demandé que le scarabée, cela suggère qu'il a déjà obtenu les deux autres. Quand ils ont rencontré pour la première fois le premier jeune maître des grandes archives célestes, il ne semblait pas si spécial, mais ça a changé. Il n'était pas seulement rapide à comprendre et intelligent dans les situations difficiles. Il est aussi resté complètement calme pendant qu'une foule immense l'accueillait avec des acclamations. Le jeune homme se demande s'il a vraiment obtenu 2 des 3, car même eux ont échoué et personne n'a jamais réussi à prendre l'herbe. S'il rassemble les 3, il pourrait être capable de manipuler la première perle des 1000 arômes. Cela fait comprendre à son frère qu'il veut lui remettre le livre, et il lui demande s'il apprécie vraiment autant le premier jeune maître. La réponse est simple. Il veut voir les 1000 arômes achevés, même si ce n'est que la première perle. Pourtant, il est prévenu que ce serait dangereux. Il ne reste que la première des 7 perles, et une fois que quelqu'un la réclamera après avoir obtenu les 3 mots, il voudra naturellement les 7. Mais sans une profonde compréhension des principes des arts martiaux, ils sont voués à prendre le mauvais chemin. Cela peut entraîner de graves contre-coups, voire une déviation du QI, le même sort qui a frappé leur père, le roi de la médecine. Voyant l'atmosphère devenir trop pesante, l'homme à la moustache dit qu'il est impossible qu'il rassemble vraiment les 3, et qu'il anticipe peut-être trop. Il décide donc de rencontrer le premier jeune maître immédiatement et dit à son frère de préparer le scarabée. Plus tard, l'homme dit que son père était ravi de récupérer le livre, et il ne sait pas comment rembourser cette dette. Grâce à lui et à l'escadron du maître céleste, toute la secte est devenue beaucoup plus vivante. Après l'avoir remercié à nouveau, il dit qu'il ne reste plus qu'aux chefs de la secte à se rétablir, et qu'ils font tout leur possible pour que cela arrive bientôt. Puis il dit que le chef de la secte pourrait aimer ça et lui tend un livre à lire.
Au moment où il l'ouvre, il est stupéfait. C'est un arrangement, et il ne comprend pas pourquoi quelque chose d'aussi précieux lui est donné. On lui dit que c'est l'arrangement des maximes harmonieuses, une méthode qui restaure l'équilibre du corps. La secte du roi de la médecine peut aider avec la pureté et le chi, mais avec cet arrangement, le chef de la secte devrait être complètement rétabli en environ 6 mois. Il le remercie et lui demande comment il a préparé cela alors que l'affaire avait été gardée secrète. La réponse est qu'il ne le savait pas avant et ne l'a pas apporté de la grande archive céleste. Il n'a fait que l'élaborer au cours des derniers jours. Comme il n'est arrivé qu'il y a 4 jours, c'est déjà incroyable. Ce qui le choque encore plus, c'est qu'il a mémorisé une formule aussi complexe entièrement dans sa tête. Ce doit être l'un des plus hauts enseignements de la grande archive céleste. Pourtant, il le traite comme si de rien n'était. Il ne peut s'empêcher de demander pourquoi le premier jeune maître est si généreux. Il suppose que c'est parce qu'il dirige l'Alliance Mercorim et qu'il était l'ami de son père, mais il garde cette pensée pour lui. Alors le jeune homme dit qu'il n'aide pas gratuitement et qu'il leur donnera une chance de le rembourser. Son ton change, montrant clairement que personne n'est aussi gentil sans raison. L'homme pense immédiatement qu'il doit en avoir après l'orbe d'or. La majeure partie a probablement été utilisée sur le chef de la secte, mais il devrait en rester pour les urgences. Cela fait réaliser à l'homme qu'il a raison, après en avoir donné 9 à son père, il n'en reste que 2. Il remarque aussi que le jeune homme présente les excuses qu'il aurait dû formuler lui-même, ce qui le rend encore plus prévenant. Il ne le voit plus comme un simple érudit, mais comme un ancien du Murim prenant soin des autres en silence. Mais ensuite, il voit le jeune homme pleurer et lui dit nonchalamment qu'il n'y a pas besoin d'être si poli s'il veut bâiller. Fais-le, c'est tout. L'homme aux cheveux longs a l'air confus tandis que les larmes continuent de couler sur son visage. Une seconde plus tard, son expression se durcit, et il demande ce que le jeune homme veut vraiment. La réponse, l'orbe de l'esprit primordial. Dans un combat contre quelqu'un de plus fort, lorsque vous poussez votre pouvoir au-delà de ses limites ou puisez dans une force cachée, votre énergie centrale est endommagée et vous laisse sans défense. L'orbe de l'esprit primordial protège cette énergie et la maintient stable, permettant à quelqu'un d'utiliser une technique ultime dans un combat à mort. En entendant cela, l'homme est stupéfait et demande s'il se prépare à la guerre. Le jeune homme est confus car il veut l'orbe pour le chef de la secte. Comme les autres objets ne comptent pas beaucoup pour lui, il dit qu'il serait sage de sécuriser celui-ci au cas où. Malgré cela, l'homme barbu le soupçonne toujours de préparer la guerre, mais il se lève et dit qu'il va préparer l'orbe immédiatement et l'apporter tout de suite. Avant de partir, il se retourne avec une dernière question. Pourquoi veut-il le jeune scarabée venimeux? Le jeune homme répond simplement. Il prévoit de rassembler les 3 mots lui-même. L'homme à la moustache éclate de rire, disant que c'est vraiment hilarant. Alors l'autre dit calmement que par hasard, il a déjà obtenu la vipère et l'herbe, et la pièce devient complètement silencieuse. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un j'aime et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. À la prochaine.